This is real skiing. Real skiing on real mountains, on real snow, on real jumps, on real cliffs. Daily Free Ski Podcast, le podcast volontairement aigri. Et salut les aigris, Daily Free Ski Podcast saison 2, on est là avec toute l'équipe de Bras Cassés. On accueille pour cet épisode celui qui se décrit lui-même comme un life enjoyer, celui qui n'a jamais skié sans son casque intégral, le faux champion du monde de Freeride 2009 qui a volé le prestige d'Aurélien Ducrot, celui qui possède le compte Instagram le plus what the fuck du milieu, l'ami des stars du showbiz, celui qui a survécu non pas à une mais 2 avalanches, l'homme qui transforme un séminaire en secte, monsieur Julien Lopez. Salut Julien. Salut, tu vas fort direct, c'est bien. Direct, c'est l'objectif. On va tu vas te décrire, tu vas faire ton portrait version freeride. Alors tu vas nous donner ta taille, ton poids, la taille de ski que tu rides, la taille au patin, ton din de serrage de fixe et ton flex de pompe. T'es chaud, toi. Direct, on rentre direct dans le sujet. On va 1m79 pour, je dois faire entre 75 et 80 kilos, ça dépend. J'ai fait un petit jeune il y a pas très longtemps. Tu fluctues déjà pas mal quand même. Ouais, non, je dis ça, je suis à 77. Et à l'époque du tour? Ouais, j'étais plus gros. Je faisais 80, 82. Fallait aller vite à l'époque. Ouais. Straight. C'était mon enfer, ça. Je bossais plus sur les kilos à perdre que sur la masse musculaire. Bref, les skis, ça dépend. 198 ou 188, 124. 198 Ouais, les H112. Tu fais du quel? Ouais, grave. Béton armé pour sauter des grosses barres rocheuses avec. Qu'est-ce que t'avais dit d'autre? Serrage de fixe 18. Wow. Quand c'est vraiment les gros jours. Sinon, c'est 12. Mais toujours, actuellement? Ça dépend les skis que je prends, en fait. Je me fais pas chier à les régler. Non, mais... J'ai encore mes skis de compète de l'époque, hein, je te jure. Et tu skis toujours à 18? Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça, comme je te dis, ça dépend la paire. C'est les H112. Là, c'est les 18, c'est H112. Ouais. Et flex de pompe? 110. Ah ouais, Attends, mais tu skis avec des 10, les fixes c'est à 18, mais des flex. Je suis complètement, comme t'as dit, what the fuck, quoi. Mais parce que tu skis à cul ou... Ouais, c'est parce que je skie beaucoup à cul. ça m'aide. C'est particulier, mais ok. Et pourquoi en fait? Pourquoi t'as besoin des chaussures Tu veux vraiment savoir même l'anecdote? Ouais. Elle est même un peu pétée la coque. C'est vraiment c'est mes vieilles pompes de compète que j'ai gardées. Parce que j'ai toujours voulu les garder, je suis trop bien dedans. Et je préfère skier avec ça. Donc ça fait 10 ans que tu skis les mêmes chaussures? Ouais. T'es déjà allé voir un bootfitter? Ouais. Et c'est quoi ces chaussures du coup? C'est des langes. Ah, des langes. Mais il y a une trend. Attends, mais ça existe des langes à 110 de flex? Bah bien sûr, pour femmes. Le podcast. Non, mais en vrai. Podcast des mascus, bienvenue chez Daily Free Ski. Il y a Bruno Compagnie dans les DM, je crois que c'était ça, ou je sais plus avec qui c'est lui qui en parlait. Justement, lui, il a des flex de chaussures qui sont plutôt souples, et il dit qu'en freeride, ça sert à rien, que justement, pour sentir la neige, le flou, un peu comme en snowboard, il skie des flex plus bas, avec des skis lourds et des fixes lourdes. Mais les chaussures doivent être plus souples. Voilà. Smooth, ça existe, quoi. plus smooth pour sentir le. Tu sais quoi, je te donne encore une anecdote de ouf, tu vas encore te foutre de ma gueule. J'ai une sangle qui me manque sur une des pompes. Ouais. Ah ouais, mais t'es un clochard. Grave. Mais je suis trop bien dedans. Je replaque. C'est loin de l'image que tu donnes sur Insta, quoi. Bah voilà, tu vois, mais voilà, faut le dire. Je te jure. Ok. Est-ce que tu peux te présenter? Comment t'as appris à skier? D'où te vient la passion du ski? D'où t'es né? Où t'es né? Comment tu t'en viens à devenir un freerider connu et reconnu? Eh bah écoute, c'est très simple. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai grandi en station grâce à ma mère. Je suis né à Mont-Saint-Aignan, donc rien à voir. Tu vois, c'est à côté en Normandie, quoi. À côté de Rouen. Tu vois, ma mère bossait dans un lycée là-bas. Bref, elle m'a eu jeune. Et derrière, on est venu à la Plagne. Elle m'a donné tout de suite le goût du ski très rapidement, grâce à elle et grâce à ma grand-mère qui était passionnée de la montagne, de la nature, des espaces et tout. Et donc, j'ai commencé à skier comme ça, comme un gamin de station, qui allait au ski club parce qu'il y avait ses potes. C'était même pas que j'avais envie de faire de la compète, c'était juste que je voulais être avec mes potes. Puis de fil en aiguille, les nouvelles disciplines sont arrivées. À l'époque, c'était vachement. J'étais pas fait pour l'alpin déjà, donc ça, c'était clair. Donc, je faisais du ski de boss. À ce moment-là, il y a les nouvelles disciplines qui sont arrivées. Il a fallu faire un choix. Donc c'était soit le ski de boss, soit le freestyle. À l'époque, freestyle, freeride, mais j'étais plus vers le freestyle. Et je me suis orienté vers le freestyle, du coup. Une petite déception dans ma carrière, tu vois. À ce moment-là, j'aurais dû être un peu plus lucide. C'était les années 2000, quoi. Et on 2002. Se rappelle pas de toi sur le freestyle. Je sais. Pourtant, j'ai fait des cette... trucs bien quand même. Mais si, parle-en aux anciens. Ils m'insultaient tous de toupie et tout à l'époque parce que je faisais trop de tours. Mon trick, c'était les 1080 ou 1260. Et à l'époque, c'était mal vu de faire trop de tours. Maintenant, tu sais même plus compter où on en est là. Mais stylé ou en mode toupie Ouais, j'avoue, en mode toupie un peu. Voilà. C'était à la bonne époque. Parce que
c'est vrai que, comme dit Willy, quand on se repenche dans les archives, on voit plutôt casque intégral backflip et on se demande si t'avais un autre trick que le backflip. Ouais, non, j'ai toujours essayé de faire les 3-6, mais à chaque fois je me plantais, quoi. Mais les backflips, je les avais bien. Et le casque intégral, c'est vrai que j'étais connu pour le casque intégral. Je sais pas, ça me donne une force en plus, tu vois. C'est un truc, dès que tu le mets, tu rentres dans le mode, tu switches le mode, quoi. C'est un équipement, quoi. Bah, c'est un équipement, et puis surtout, j'ai assisté à des accidents où, tu vois. Bérangère qui s'était explosé la tête en Alaska, elle n'avait pas de casse intégrale, c'est pas joli à voir. Donc ça m'a vraiment encore plus conforté là-dedans. Et comme ça me donnait de la puissance, on va dire, et puis une sérénité psychologique, j'ai toujours fait ça. C'est ta signature, on nous en parle de ce casque. Dans la question de la communauté, il y a beaucoup qui est revenu sur le casque intégral. Tu vois, le rider qui l'a jamais lâché, quoi. Dis-toi que même Candide, il me branchait avec ça. Mais tu skis encore avec le casque intégral ? Ça m'arrive. Un Ruroc ou un vrai Non, le vrai, celui de l'époque, mec. Logoté Mamie Jeanne. Le Giron. Mamie Jeanne. Il pèse combien de kilos ce casque ? Aucune idée. C'est quoi ? Je l'ai même fait sécher une fois sur un radiateur, il est un peu fondu à l'arrière. Mais c'est pour ça qu'il a un petit coup, Julien. C'est qu'en fait, à force de porter le casque tu intégral, sais ce qu'on dit, un petit coup, petit pied. Tout à fait. Donc du coup, freestyle, ça marche pas forcément pour toi. Freestyle, ça marchait quand même. Il y avait des trucs bien, des trucs moins bien. Mais là-dessus, c'était cool, mais j'ai pas fait trop de compètes tout de suite, quoi. Et après, je me suis mis sur les compètes. C'est vraiment les débuts. Il y avait du Big Air, il y avait les débuts du halfpipe. Je me rappelle la toute première Coupe d'Europe, après une Coupe du Monde. Je sais même plus où c'était. Je sais pas si c'était pas ça se fait ou un truc dans le genre. Mais bref, en tout cas, voilà, les débuts du freestyle. Ouais, j'ai pas été le meilleur en freestyle parce que il y a style dedans, je pense. Donc, je peux avoir du style, mais pas vraiment sur les tricks. J'ai laissé ça aux autres. Et après, je me suis blessé. Je suis blessé au genou. Et là, ça a été un long moment de traversée du désert parce que j'ai mis 2 ans avant de m'en remettre. C'était une connerie en plus. C'était juste un genou, un ligament croisé. Hein. Mais j'ai eu un flexum. Ça veut dire que j'avais plus à tendre la jambe pendant un bon moment. J'ai fait pas mal de réduc. Et pendant ce temps-là, je suis allé faire des cours au CESNI, à Chambéry. Okay. Big Up, là où j'ai fait plein de bonnes soirées étudiantes. Et c'était vraiment cool. Mais pendant ces études-là, je me suis rééduqué du coup le genou. Et à la fin des études, j'avais décidé de me mettre au freeride. Et c'est là où je me suis plus accompli, puisque je suis devenu, comme tu as dit, le faux champion du monde. Ah, mais il le dit lui-même. Mais justement, c'est parfait. Il y a une polémique là-dessus. Ah bah oui, tout le monde. On attend le truc, mais on y va direct. Et dans tous les podcasts, je pense que tu es revenu à chaque fois parce que Julien Régnier en parle. Ce matin, on en parlait avec Léo Slemet, il nous en a parlé. Voilà. Léo Slemet, c'est le disciple. Il y a l'école Aurélien Ducrot et l'école du Jules Lopez, quoi. Raconte-nous ce titre. Ouais, alors non, mais déjà, avant de raconter le titre, c'est déjà remets en contexte et explique-nous. C'était le Freeride World Tour, c'était un peu différent. Il y avait un tour américain, le Subaru Frisking World Tour North America. Ouais, il y avait à l'époque, il n'y avait qu'un seul tour, il y avait le tour américain. Et après, il y a l'Europe qui s'est mise à faire et à professionnaliser. D'ailleurs, merci Nicolas Halwood, parce que c'est grâce à lui si on peut quand même avoir une meilleure prise en charge des riders. Tu vois, c'est lui qui a amené le truc, quoi. Avant, nous, on allait sur les tours américains, on arrivait, on payait toutes nos inscriptions, les hôtels, la bouffe, l'ensemble. Et après, sur le Freeride World Tour, quand c'est apparu, c'était vachement mieux pour les riders. Mais je suis allé un peu vite parce qu'on va revenir sur l'IFSA. C'était ça, l'IFSA, le truc. Ça s'appelait Freeskiing World Tour à l'époque. Ouais. Donc, l'International Freeski Association of Snowboard, c'est ça l'IFSA, je crois. Voilà. Donc l'association qui organisait le truc. Et où c'était le seul tour qui organisait des compètes de freeride. Hein. Donc après, tout le monde voulait un peu se greffer sur l'IFSA. Et à ce moment-là, il y a donc un nouveau tour qui est apparu, qui s'appelle aujourd'hui le tour qu'on connaît tous, le Freeride World Tour. Donc là, à ce moment-là, moi, je venais de commencer le freeride. C'était en 2006, je crois, à peu près, 2006-2007. Le tour n'était pas encore arrivé. Ils sont arrivés en 2009, l'année où justement je fais champion du monde et où il y a un deuxième champion du monde également, Aurélien Ducrot. Donc il y a Aurélien Ducrot qui prend le titre du Freeride World Tour et moi qui prends le titre du Freeskiing World Tour la même année. Ça tombe mal, il y a 2 Français. Et donc lequel est le plus prestigieux ? Faut être honnête, aujourd'hui le Freeride World Tour, ça claque, tu vois, les images sont chambées, les riders sont chambés, c'est vraiment, ça fait du bien au sport. Mais historiquement, c'était quand même l'IFSA qui a créé tout ça et qui a lancé un peu tout ce mouvement. Et après, ils le faisaient, très honnêtement, ils le faisaient pour montrer leur talent de ce qu'ils pouvaient faire au milieu d'une montagne pour aller vendre leur prod après pour faire d'autres événements. Donc ils servaient ça comme un outil pour eux. C'était pas pour l'essence même du freeride, même s'ils adoraient ça. Hein, le ski freeride, le free skiing aux US, c'est un truc de dingue.
Mais le Freeride World Tour a amené un cadre professionnel avec c'est plus du jeté de saucisses depuis les rochers, quoi. Tu vois, on n'est plus juste en train de boire des bières et sauter des rochers. D'un seul coup, ça devient pro. D'un seul coup, il y a une prod. D'un seul coup, il y a un live. Il y a un live. Et je peux te raconter longuement tout ça, hein, parce que ça, je pense qu'il y a peu de gens qui le savent. Mais à l'époque du Freeride World Tour, j'ai essayé de les faire se rencontrer, tu vois, parce que le Freeskiing World Tour faisait déjà les lives. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à faire de la prod, après ils se sont mis à faire des lives. Moi, je suis arrivé avec mes podcasts à l'époque. Je faisais toute une web série. Je me déplaçais avec mon caméraman, mon photographe, et mon jeu favori, c'était d'être en ligne avant eux. Tu vois, et donc on a commencé à faire ça au début, quoi. C'était la course en ligne qui publiera le premier sur Zapping, pour avoir l'audience. Ouais, exactement. Et puis et à l'époque, Guillaume Lavure avait même cru en moi pour des trucs. On avait fait des petits épisodes. Ça a commencé comme ça, quoi. Le seul qui a cru en toi à Le l'époque. seul et l'unique. C'est vrai, il y avait sur ce qui passe, c'était bien relayé. Du coup, c'était vu comment par ceux qui étaient sur le tour américain, ce Freeride World Tour? Est-ce que c'était vu d'un œil, c'est encore un truc de la FIS, nous on est les vrais? C'était vu un peu de manière hautaine, ou au contraire c'était le vrai truc, ça va être ça bientôt? Non, il y a eu le fait que les prize money ont fait parler le World Tour, quoi. Le Freeride World Tour, c'est devenu d'un seul coup le tour où il fallait aller, puisque les prize money étaient plus importantes, tout était pris en charge, ça devient vraiment plus professionnel. Ah, la moula, ça y est, ça c'est intéressant. Non, mais c'est vrai, non, c'est pas ça qu'il faut dire, c'est que c'est vrai. À un moment, je te parle d'une époque où j'ai dormi dans des cages escaliers dans Mausaski. Hein. On peut faire les clashs, hein, je peux te montrer tout ce que tu veux dire, t'inquiète, mais il y en a peu qui extrêment aussi l'envers du décor. On est là pour ça aujourd'hui, vas-y. Mais vas-y, il n'y a pas de problème. On va dévoiler tout ce que tu veux. On en parlait avec Victor Gahuchot juste avant. Il nous expliquait que à l'époque, quand tu voulais faire tes parts ou monter sur le World Tour, ça te coûtait une thune de malade mentale. Et du coup, une fois que tu avais payé tes billets d'avion, tes inscriptions, etc., bah, tu vivais un peu comme un gitan. Raconte-nous un peu, toi, la gitanerie que tu as vécue. La gitanerie, surtout aux US, quand tu es européen. De ouf, mais c'était les meilleures années de ma vie, ça. Quand t'es en galère et que tu cherchais à pouvoir te financer, tu vois, on faisait des trucs qui étaient... Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. On faisait quand même des mini-dossiers, on essayait d'aller gratter des hôtels en disant on va te faire une parue, je sais pas quoi. Tu vois, on arrivait à avoir des chambres d'hôtel de temps en temps avec Adri Poirier, Big Up Adri aussi. Ah bah Adri, c'était la grande époque, ça. Et on se baladait aux quatre coins des États-Unis avec une bagnole et on dormait dans des motels 8 les moins chers du monde, avec toujours le jacuzzi et le petit-déj intégré. Ça, c'était important. Et le tour aux US, il y avait combien d'étapes, tu te rappelles? Il y avait un paquet d'étapes en plus. T'avais un moment, je me rappelle quand je faisais 2 tours, je faisais une douzaine de dates par an, quoi, sur les 2 tours. Et donc tu passais ton hiver aux États-Unis ou tu faisais des allers-retours? Non, je faisais des allers-retours. Ouais. Ça faut que ça se finance, ça. Ah ouais, j'ai eu de la chance. Comment tu faisais du coup? Comment tu montes le financement de ta carrière? Parce que tu pars avec un vidéaste, un photographe, toi, tu fais des allers-retours, il y a 12 étapes aux États-Unis. Ça coûte une thune de malade. Comment tu fais? Beaucoup de rencontres avec des gens qui ont... c'est vrai, si tu veux vraiment les vraies histoires, je te raconte tout. Hein. Et moi, justement, juste pour peut-être rebondir sur ça, mais je me rappelle à l'époque, tu avais un sponsor, un espèce de fonds d'investissement, un truc de capital de Londres. Bon, les gars, et je me rappelle. C'est grâce à lui si je suis devenu champion du monde, je te jure. Ah, vas-y, raconte-nous ça. Allez. Non, mais l'histoire est un peu glauque en plus au départ parce que, ouais, non, mais paix à son âme, c'était le jour de la compète où Neil Valiton est décédé à Tignes. Ouais. Et on était tous dans le bad, tu vois. Et le lendemain, il y a un Anglais qui veut skier. Et puis, tu vois, je fais, putain, c'est pas trop le jour. Je fais, ouais, t'inquiète, on va juste se faire une piste, on va se faire un resto. Et j'avais envie de skier avec un gars, je sais que c'est pas cool pour vous. Puis, tu vois, je me dis, bon, ça changera les idées. Le mec était sympa, il skiait pas trop mal, bon, un peu comme une chef quand même, mais il avait envie de faire de la poudre. Tu vois, c'était cool, quoi. Je me dis, allez, on y va. Et en fait, on sympathise. Et le mec, c'est le boss d'un fonds d'investissement, GLC, ça s'appelait. Et je me rappelle très bien cette discussion en train de manger. Là, il me faisait, mais alors écoute, ton sport, comment tu fais là? Comment est-ce que tu sponsorises? Le mec, je lui explique. Ta gitanerie là. Ça, ouais, non, mais grave, attends, regarde bien la gitanerie. Je lui dis, bah alors c'est simple. On fait des compètes. En gros, il y a un peu de prize money. Ça va à peu près me rembourser l'hiver. Et puis on y va. C'est pour la passion, quoi. Et à la fin de la saison, il faut être à zéro. Ouais, il faut être à zéro à la fin de la saison. Et le mec, il me regarde droit dans les yeux. Il me fait, mais alors tu veux dire que là, tu veux aller prendre des risques, de sauter le plus gros rocher de la montagne pour juste arriver à zéro à la fin de l'hiver, là? Donc déjà, je vais t'enlever ton problème de la tête, de transport et de machin. Donc il m'a soutenu comme ça dès le départ. Et ça a changé ma vie. Je te jure, j'ai fait 2 années de gitanerie. D'un seul coup, c'est devenu plus cool après, sans être non plus dans des sphères de ouf. Et il y a eu après aussi. Mais c'est des moments qui étaient vachement cool parce que le mec m'a soutenu. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'était un fonds d'investissement et il m'a juste demandé un seul truc. Il m'a dit, essaye de me trouver une excuse parce que moi, il faut que j'arrive devant une salle remplie de personnes qui vont me dire pourquoi est-ce qu'on va le sponsoriser.
Et je lui ai dit, c'est simple, on va faire la connexion entre la prise de risque en sport extrême et la prise de risque en business doit toujours être un risque maîtrisé. Bam. Voilà, c'est là que ça a commencé. De Coco Lopez. Voilà, dans la Startup Nation, elle est là. Elle est là dans les le. conférences. Après, ouais, mais je te dire, tout est un enchaînement, c'est de fil en aiguille. Et je suis conscient de tout ce que vous voulez dire, mais c'est pas très grave. Tu vois, au final, c'est ce que j'ai pu vivre. J'ai vécu des moments. Je peux savourer chaque moment parce que je peux te dire à quel point c'est cool quand ça va bien, mais je peux te dire aussi à quel point quand c'est dur. Et presque c'est mieux quand t'as pas trop de facilité parce que du coup t'as encore plus la niaque et tu vas encore plus chercher des moyens pour le faire. Tu t'entraînes, tu essayes de trouver des moyens pour t'entraîner parce que même si t'as pas comme tu dis, à la base on n'avait pas de moyens au début. Fallait avoir un coach, il fallait quand même ne serait-ce que payer ton abonnement à la salle par exemple, que des petites conneries comme ça. Donc tu fais des mini partenariats avec tout le monde et puis au final tu t'en sors. Et après, si tu lâches pas le truc et t'y crois et que tu t'en fous de t'y crois, et à un moment. Et puis après, alors on voit pas l'arrière-boutique, mais t'as assez vite décollé. Tu gagnes ce titre-là de champion du monde. Après, t'as Quicksilver, t'as ça Zag. J'ai eu de la chance assez de ouf. vite, t'as été propulsé comme. J'ai eu une chance de malade. Tour, quoi. Enfin, assez vite. J'ai une chance de malade avec Zag, avec Quicksilver. C'est venu de la part de Zag qui voulait faire une collab aussi avec Quick. Quick voulait se développer dans le freeride. Ça tombait bien, je venais de faire ma bonne saison. Et puis d'un seul coup, on m'a proposé de faire une gamme 2, ski, une gamme 2, Friday, Mazé, tout, la totale, quoi. Tu vois, la Dream Life, quoi. Je te jure, je suis conscient que j'ai eu une chance de dingue. J'étais au bon endroit au bon moment. Et puis, malgré tout ce que les gens peuvent dire et tout, ça reste quand même un titre avec quand même un parcours pour y arriver. C'est pas juste un one-shot sur une compète. C'est un classement, tu vois, sur le truc. Et quand tu fais des résultats, ça te donne une petite porte ouverte. Si tu as l'occasion de la prendre, faut toujours la saisir, quoi. Mais moi, j'insiste là-dessus. Mais si tu as gagné le Tour américain, t'es pas champion du monde, t'es champion américain. Si tu veux, mais il y a des étapes en Europe, donc tu vois, c'était un peu. Donc dans ce Tour américain, il y avait aussi des les étapes en étapes Europe. qui étaient, après, elles ont toutes été labellisées Freeride World Tour, les étapes. Okay. Ça a tout été pas. Tu vois, Ting, c'était à la base une IFSA. Ouais. Et après, c'est devenu du Freeride World Tour et ainsi de suite, ça a enchaîné. Après, ils se sont maqués ensemble. Je te donne un secret aussi, si tu veux. À Squaw Valley, j'ai organisé une rencontre où personne n'était au courant entre Alwood et comment il s'appelait déjà le boss d'IFSA. J'ai mangé son nom, mais bref, entre les deux, entre les US et l'Europe, je les ai fait se rencontrer en loose day à Squaw Valley en leur disant que ça serait quand même bien d'arrêter de faire la guéguerre là et qu'il n'y ait qu'un seul tour. C'est toi, une soirée, c'est pas moi, un DJ, c'est pas moi, mais je te jure, tu peux demander à Nicolas Alwood s'il s'en rappelle. Je te dirai, il s'en rappellera. Et du coup, ça s'est passé avec des plateaux de shooter, évidemment. Voilà, il y a toujours de l'alcool au milieu ou un booster, quoi. Du coup, toi, avec Aurélien, vous êtes tous les deux champions du monde en 2009. Tu trouves ça marrant? C'est chiant? C'est un peu une rivalité? Vous en reparlez? Ça vous fait marrer? Vous êtes potes? Ça se passe comment? C'est hyper chiant. Je te jure, c'est hyper chiant. T'as deux Français la même année. Encore, ça a été deux différences. Ça aurait été cool. Et à cette époque-là, Auré est sur le nouveau tour en devenir. Ouais. Et donc, avec les agences de presse qui sont derrière lui, qui veulent le placer, parce qu'en plus de ça, il est chez les partenaires du tour. Donc, ça fait vraiment chier tout le monde. Et moi, tu vois, c'est-à-dire qu'on a même foiré des trucs ensemble parce que je devais faire des interviews que lui voulait pas forcément, que machin. Donc c'était compliqué, c'était pas très cool cette année-là. Ouais, parce que j'ai retrouvé sur Ski Pass où en décembre 2009, donc tu as eu le temps de digérer la saison, et tu dis, j'ai entendu l'année dernière, je n'avais pas vraiment gagné le vrai tour, du coup je vais le gagner cette année. Donc il y avait quand même un aveu de dire, enfin, ou pas un aveu, mais de dire, ok, là je veux mettre fin à la polémique, quoi. Ouais, complètement. Non, mais c'est légitime. À un moment, on peut pas concurrencer le truc. D'un coup, t'as le World Tour qui est là, la classe, machin, et t'as effectivement le Tour des Américains qui se sont fait devancer, ils se sont fait doubler, quoi. D'un seul coup, ils ont pas compris, ils ont pas vraiment cru dans le potentiel du freeski. Ils avaient juste fait un tour pour eux, ils faisaient payer tout le monde raquait, c'était vraiment le business, quoi. Tu vois, c'était pas t'arriver avec des champions que tu respectais vraiment. C'était un spectacle. Moi, j'aime bien le spectacle, comme tu sais bien aussi, donc c'était cool pour moi. Mais les US, c'était vraiment une autre atmosphère. Et donc, c'est vrai que d'un côté, tu avais ce côté vraiment qui était en train de se professionnaliser de ouf avec ses travers. Hein, parce que tu vois, c'était cool aussi l'époque un peu plus light. Maintenant, les gars, ils bouffent des graines, ils se couchent tôt. Tu vas à la soirée du World Tour, je pense plus que c'est les mêmes. Hein. C'est plus les mêmes soirées du World Tour, je pense. Ah non. Ah bah ouais, je te jure, j'ai des vidéos. Ah bah ouais. Non, mais ça, on en reviendra. Vous avez de la chance, c'est un podcast, mais on fera un drive avec les vidéos. Mais du coup, ça t'a donné envie. Plusieurs fois, tu as essayé de revenir sur le World Tour, soit par la wildcard, soit en qualifiant, parce que j'imagine que c'est quelque chose que tu aurais voulu mettre à ton palmarès. Bah complètement, ouais. Je suis pas passé loin. L'année où Candide gagne, on se fait la baston tout l'hiver ensemble. Et sur la fin de l'hiver, je mets une énorme tarte à Verbier. Lui gagne. D'ailleurs,
Ça aurait pu mal se passer à Verbier, j'ai encore eu de la chance de me relever. Tu vois, je suis aussi connu pour ça, pour les gros starts. Ah bah oui, oui. Et à chaque fois, tu sais pas comment, hop là, tac, tac, ça va. Mais ouais, non, cette année-là, ouais, j'étais vraiment pas loin de le faire. Ça a foiré. Il y a une autre année aussi, je crois que c'est Après, 15 ça va, ou c'est 16. face à Candide, je veux dire. Ouais, tu peux. cool. Ça aurait été face à. Non, mais je sais pas si c'était de nom. Je vais faire. Et puis la bataille était vraiment cool avec Kand. On se connaît depuis qu'on est gamin, tu vois. Puis c'est un extraterrestre, c'est Dieu dans le ski, on est tous d'accord. C'est le mec, il arrive, il fait une année sur World Tour, braquage, il se barre. Donc, Ouais, puis il arrive, il réinvente le ski. ouais, voilà. Comment c'est de voir Candide en tant que compétiteur faire cette saison-là qui a marqué le Frère World Tour et un tournant dans la manière de skier les faces. Et après, il se barre aussi. Ouais, il se barre. Genre, Il ciao les vient, gars, il gagne, il se barre. ciao les nazes. Bah, Allez. Je pense que c'était la meilleure chose à faire parce que t'arrives, tu fais un aussi gros braquage, tu prends juste le risque, il en a parlé avec Quick, hein, tu prends juste le risque de pas refaire le coup d'éclat l'année d'après, quoi. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Et quand il est habitué à faire toujours des gros coups d'éclat, que ça soit sur des vidéos, en compète ou quoi. Et donc, pour répondre à ta question, passer une année avec Candide comme ça, de le voir faire du Candide, quoi. Tu vois, le gars, tu le regardes skier, t'as boîte qui tu veux, tu le regardes, t'hallucines. Et donc, ça a été vachement cool. Ça a été même surprenant parce qu'il a fait des trucs, tu vois, qui étaient avec son style, là, de petit chat, carré, tac, tac, léger, mais en même temps solide. C'était vraiment incroyable. Parce Et qu'il y a- tu fais combien de saisons sur le tour C'était resté quand même pas mal de temps. Bah ouais, je saurais même pas te dire, je crois une petite dizaine d'années, ouais. Ouais, quand même. Hein. Ouais, c'est long. Hein. Mais parce que si je me rappelle quand Candide se dit je vais sur le World Tour, il y en a plein qui disaient ouais mais lui c'est un skieur de parc. Là on est dans du vrai ski et il arrive première phase, il met un flat 3 je crois sur et il met tout le monde d'accord. Donc tu t'es dit à ce moment-là putain là le ski freeride il change. Bah je pense que indirectement en fait tout le monde attendait ça et l'attend toujours, tu vois, tout le monde veut le double back, le tricks, le machin. Ouais. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait que des gros sauts droits. Et moi, j'étais le freestyler à faire des backflips, tu vois. C'est clair. C'est vrai. Tu vois, en vrai, c'est pas sa tasse de thé de faire des gros backflips. Il en fait aussi, mais c'est pas son truc. Et à ce moment-là, même moi, je suis arrivé sur les premières compètes. Je voulais essayer des trucs. Je me disais, un peu de trucs nouveaux dans le freeride, essayer des nouveaux trucs, des petits tricks, des machins, sauter des barres. Je me suis planté dans tous les sens. J'ai pas pris les bons skis. J'étais là, c'était trop mou, trop dur. Je faisais n'importe quoi. Mais ouais, quand il a apporté une visibilité aussi. Parce que par son talent, plein de gens se sont mis à regarder en plus le freeride. Il a fait plein de coups de presse, évidemment. Et je pense que ça a évidemment motivé un paquet de gens pour s'y mettre. Et aujourd'hui, tu regardes ce que c'est maintenant le freeride. Ouais, mais ça a grandi aussi avec la médiatisation, les live streams. Enfin, c'est plus ce que c'était il y a 15 ans. Complet. C'est un poil plus On a une confidentiel. communauté qui pose des questions sur Instagram. Ils nous ont 10, là on va en lire 5. Ça permettra d'enchaîner aussi des futures thématiques qu'on va aborder. Les questions de la Commu Daily Freeski. Première question, est-ce que avoir une adresse email chez Forbes, ça fait de toi un meilleur entrepreneur? Ah, la Parce que communauté. je savais qu'il allait y avoir des trucs. Parce qu'il faut savoir que Jules Lopez, ça... Vas-y, donne pas mon mail non plus. Il est sur Instagram. Ah, Sur son attends, profil. Merde. Non mais attends, C'est vrai qu'il vu s'est le fait nombre un d'écoutes bon du merde. podcast, tu vas avoir Ouais. des opportunités en or. J'en mets. Bah ouais, non, mais je t'avoue que c'est quand même la classe. Ouais. Ça sert. Ça sert, c'est vrai. C'est impressionnant. Bah oui, ça sert. C'est pas palpable réellement, mais c'est vrai que ça surprend en tout cas. C'est Ça surprenant, en suscite effet. l'intérêt. Ouais, voilà, non, mais ça surprend. Est-ce que les avalanches de Michael Bimbos t'impressionnent? Alors, je suis très content qu'ils en soient très bien sortis aussi. Elle m'impressionne, évidemment. C'est toujours pas cool de voir en plus quelqu'un que tu connais se faire coffrer. Tu vois, on a tous perdu des proches là-dedans. Mais m'impressionne dans le sens... qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens Non, si m'impressionner, vous avez quoi. tous les deux un peu surfé sur un buzz d'avalanche, construit aussi une Vous avez carrière construit, là-dessus. Ah, moi, je l'ai pas on en surfé dessus. reviendra après. Parce que, Ouais, moi, elle est passée dessus, mais t'as j'étais pas- pas en train de faire des ouais ou là, en train de parler en même temps. Quoi. Mais non, ouais, mais je pense que ça, faut difficilement, on peut rire de tout, tu vois, mais c'est important de vraiment rappeler le truc. Comme on dit maintenant, il y a plein de gens qui regardent des vidéos, plein de gens qui sortent des pistes, etc. Et je te jure que, tu vois, ça me prend même la gorge d'en parler. C'est un truc, j'ai mis longtemps à, putain. C'est que Il est j'ai ému, plus de il est voix. Ok, donc des fois après. Non, mais je m'en fous. J'ai mis longtemps pour tout te dire. L'année où je fais ma deuxième avalanche, je perds mon meilleur pote, Karl, tout début de l'hiver. Et bref, les avalanches, c'est jamais un truc cool, tu vois.
On peut pas vraiment se dire, il y en a une qui m'impressionne plus que l'autre, on a surfé sur je sais pas quoi. Moi, ce que je me dis souvent, c'est que j'aimerais que ça serve. Si ça a servi même ne serait-ce qu'à une seule personne qui se dit, tiens, je vais prendre un sac aujourd'hui et qui s'en est servi, mais personne ne le sait, tu vois. Ou alors qu'il a regardé un truc, il s'est servi d'un arva, d'une pelle, d'une sonde. Je suis très content. Ah, parce que là, c'est assez intéressant. On te voit, tu es hyper ému de parler de ça. Et pourtant, quand on regarde ton Insta, on a l'impression que tu utilises le fait que tu as survécu à 2 avalanches pour vendre des conférences, faire du business, etc. Donc, comment tu fais le parallèle entre quelque chose de grave et qui nous touche tous, on est tous on a tous perdu des proches, et en même temps, c'est quelque chose qui t'est arrivé et potentiellement, tu peux t'en servir. Aujourd'hui, ouais, c'est comme je te disais... J'allais vous raconter une anecdote, mais je vais pas le faire. Pourquoi ? Vas-y. Parce que, si tu la veux. Allez, pour Carlos, on l'a fait. 2e avalanche, donc à Capel, je rentre. Et on a une très bonne idée avec un autre pote. Ouais, ça va me faire chier, t'es ouf. Non, mais après, t'es pas obligé. Hein, si tu veux pas, on peut pas. Non, mais je peux y arriver. Et donc, en gros, ce jour-là, toi, je me demandais vraiment, putain, mais c'est dingue. Toi, le nombre de potes qu'on a perdus, pourquoi moi ? Pourquoi là, encore comme ça, là, avec un petit bobo à peine ? Et t'es les moments où t'es un peu... ce moment-là, c'était pas cool, parce que... Coppel, c'est où tu remontes dans la face et que ça part sur toi, là, celle-ci ? Ouais, j'ai cherché mon ski. La deuxième, l'avalanche école, par contre. Tu vois, la première, je fais n'importe quoi. La deuxième, c'est bam, 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 bam. Oui, la deuxième, tu remontes juste chercher ton ski. C'est quoi, c'est ça toute la phase part. La première, c'était laquelle ? J'ai mal à me rappeler. C'était pointe du col Ferrer, côté suisse du Mont Blanc. Ok. Et ouais, donc attends, pour terminer ce truc, c'est que je rentre de cette avalanche et je suis dépité. Je me dis que j'ai vraiment de la chance d'être encore là. Je repense à Carlos qui vient de mourir aussi. Et on est en train de faire les débiles sur sa tombe. En train de boire du blanc et manger du sauce. Et j'ai tout le matériel évidemment dans la bagnole, parce qu'on est venu avec la bagnole. Hein. Et il y en a un qui a la sonde tendue et l'autre qui fait genre, on fait un truc d'escrime. Je te jure qu'on se fait embarquer par les flics. Je te jure, ce jour-là, tu surveilles une avalanche et tu finis chez les flics. Ouais, et je leur explique que les gars, j'étais un peu... j'étais pas dans un bon état. Brassé. Voilà. Et donc de ce jour-là, je me suis dit derrière, mais si je peux... Alors, tu le dis, c'est pas que je m'en sers pour faire du business. C'est qu'évidemment, déjà, dans notre sport, tu fais un truc cool. Déjà, ça suscite l'intérêt. Mais quand tu as survécu 2 fois à la mort, en général, ça parle, tu vois. Et ce que je veux dire, c'est pas regarde ce que j'ai fait, c'est regarde comment j'ai fait pour continuer de remettre les skis, continuer d'y croire, continuer de faire des trucs de ouf. Voilà. Et des trucs de ouf, j'en fais même plus aujourd'hui que quand j'étais sur le World Tour. Avec Jonathan Charlet à Cham, on se gave. Et on perd aussi des proches chaque année, encore cette année. Enfin, tu vois, c'est lourd. Du coup, tu as le syndrome un peu du survivant ? Je connaissais pas ça, mais... Ouais, peut-être, je sais pas, le syndrome du syndrome du survivant, c'est quand en fait, après un crash d'avion, il y en a qu'un seul qui survit, et pourquoi moi, et comment ça se fait, et tu te questionnes, et pourquoi j'aurais pas dû être là, c'est pas ma place, etc. C'est ça le syndrome du survivant. Tu refais la journée 1000 fois, pourquoi... De ouf. Et parce qu'on en parlait... Tu veux l'anecdote de ouf encore ? Ouais, vas-y. Capel, la 2e avalanche. Dis-toi que 2 jours avant, ou je sais pas quoi, on est à Cham. On fait la compète de Cham. Je prends le départ, là c'est neige, on connaît quand ça craint rien, enfin il n'y a pas de risque zéro, on est d'accord, mais il y avait vraiment peu de chances que ça parte, quoi. Bon, je prends le départ, je claque un backflip à l'entrée, je fais un 2e backflip en bas, je le replaque mal d'ailleurs, donc ça me joue des points, sinon j'aurais fait un super run. Mais bref, j'arrive en bas, je passe la ligne d'arrivée, j'ai oublié de mettre la poignée, tu vois. Rider meeting, attends, c'est pas fini. Attends, rider, mais je suis déjà avalanche maintenant. J'ai déjà pris la première. Ça c'était après l'avalanche. Je prends ma première avalanche. Ouais. 2e avalanche, elle va arriver juste l'étape d'après Chamonix que je viens de te raconter là. Donc c'est-à-dire que je prends le départ de Chamonix, j'oublie de mettre la poignée, je fais mon run, j'arrive en bas, je me rends compte que j'ai pas la poignée, bref, on termine le truc. Rider meeting de l'étape d'après à Capel, celle où je vais prendre l'avalanche. Je me prends une brasse de l'espace par Alwood. Je fais Lopez là. Il y en a un qui doit mettre une poignée quand même, tu peux la mettre quoi. Et donc je suis à Capel, je vais prendre le départ, je suis dossard numéro 2 à partir. Il y a 64 runs de fraîche. Lopez 30 seconds, tu vois, je suis prêt à partir, je fais putain la poignée. Oh putain. Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. 30 secondes avant le départ, je mets la poignée. Merci et elle te sauve la vie. Et elle me sauve la vie. C'est fou. Mais tu vois, on en parlait avec Léo qui a vécu aussi des drames en montagne. Toi, après avoir vécu ça, t'es allé voir un psy, t'es allé voir quelqu'un, t'es fait accompagner, ou en fait, rien à foutre, on est les durs et on fait pas ça. Parce qu'en fait, on parle
on parle aussi un peu de santé mentale, c'est hyper dur. Ouais, non, carrément. En fait, c'est une très bonne question, tu vois, parce que j'ai fait, comme tu as dit, le dur, le machin pendant 10 ans presque. Et c'est que cette année, en fait, c'est en commençant, la première fois, ça m'a vraiment fait quelque chose, parce que pour l'anecdote aussi, tu vois, la première avalanche, c'est les premières images de moi en avalanche, je suis rentré, j'ai coffré toutes les images, j'ai dit à tout le monde, il n'y a rien qui sort. Tu vois, et pendant 6 mois, je n'ai pas regardé. Et un jour, il fallait passer à la télé pour aller débriefer les avalanches. Donc 6 mois après, je vois les images pour la première fois. Tu vois, c'est presque comme si c'était plus vraiment moi, quoi. Ah, ok. Et la première fois où j'en parle, c'est là où ça me refait un peu le truc. Ça remonte à la surface des souvenirs que j'avais effacés de ma mémoire, tu vois, où j'ai essayé de plus y penser. Ouais. Je te jure, tu vois, c'est pour ça que ça me prend encore la gorge. Ah ouais, bah c'est... Et donc, ouais, donc je suis allé voir, je suis allé pas voir un psy ou quoi, mais j'ai vachement parlé avec des gens qui sont dans le développement personnel, qui, tu vois, j'aime pas dire, c'est très bien d'avoir un psy, hein, se faire masser le cerveau, ça sert aussi, hein. Mais je pense que c'est juste des mots, qu'il faut être bien entouré, et en général, soit tu vas payer quelqu'un, soit tu as un entourage qui est capable, avec qui t'es capable de parler. Et il y a un autre truc qui était vachement bien que j'ai fait dernièrement, c'est la kinésiologie. Je suis genre, faut que tu nous expliques. Ouais, mais même moi, je savais pas du tout ce que c'était, tu vois. T'arrives, on t'allonge sur une table, et il y a une nana qui vient, qui te fait juste des trucs comme ça, mais à peine elle te touche. Alors, il touche ses doigts en ce moment. Et là, elle te fait, alors là, t'as vécu un truc à tel âge, un peu fort. Et t'as, waouh. Ah ouais. Et tu reviens sur les images, et en fait, d'un seul coup, elle te fait retravailler mentalement sur ce qui s'est passé. Et t'évacues les trucs comme ça. Mais pendant longtemps, je pensais l'avoir évacué, mais c'est pas pour rien que ça me prend la gorge à chaque fois que j'en parle. Donc effectivement, quand t'as vécu des trucs durs dans la vie, ça peut être moi les avalanches, mais on a tous une avalanche en fait. On a tous un truc qui nous a fait du mal à un moment, et se relever après ça, c'est ça qui compte. Ce que je me suis dit, c'est que moi, ça peut servir de tremplin pour faire quelque chose avec en fait. Ah, carrément, mais du coup, c'est marrant, en montagne, le mot psy, c'est un gros mot, quoi. Ah non, je suis pas malade, j'ai pas besoin d'aller voir. Alors qu'en fait, c'est des gens qui t'aident. On est les plus grands malades du monde, mec. Bon, tu veux faire pour être normal pour sauter un rocher de 30 mètres là. Dans tous les sens du terme. Bon, 30, c'est pas tous les jours non plus. Hein. On avait d'autres, vas-y. Ton surnom, Coco Lopez, tu peux nous l'expliquer? C'est Bichon. Putain, mais ouais, à chaque fois. C'est Bichon, mon là, biche. Là, on est sur un loto bingo. On tombe dans le mille dedans, on est vraiment faire lâcher les larmes à la fin. Rip, donc, non, mais l'histoire est drôle là, parce qu'on est avec Bichon et on est sur une étape du free skiing World Tour, hein, pour le coup. C'était le moment où ça changeait. Hein. Donc, on était en Amérique du Sud et le matin de la compète, tu regardes la météo, il y avait quand même quelques outils déjà. Pas des dinosaures non plus. Et je savais qu'il allait pas faire beau, quoi. Je le savais. Moi, j'étais non, on se lève pas, on n'y va pas. Et genre, on était tous dans l'appart ensemble. Et puis, non, on va se faire un poulet au curry à midi. Et on va aller faire les courses. On arrive dans le supermarché. On fait toutes les courses et tout. Et là, Bichon qui trouve une boîte de coco, de lait de coco avec marqué Coco Lopez dessus. J'ai la photo. Ah, donc ça vient de là. Ça vient de là. Parce que du coup, j'enchaîne la deuxième question. Beaucoup pensaient que ça vient de là. La poudre, tu la rides ou tu la sniffes? Non, je la ride. Parce que le Coco Lopez, ouais, je sais, mais tout le monde. Et après, il y a aussi Coco, Corinne, la mère de ma fille. Ça pouvait être ça aussi. Ok. Bon, bah voilà. Donc, c'est poulet au curry. Ou alors, c'est quand même beaucoup moins rock. Ou alors Coconuts aussi. Coconuts pour les coups. Pour un poulet au curry, quoi. Voilà, aussi. Sur Insta, t'annonces toujours 1000 projets. Mais il n'y a jamais rien qui sort. Parce que moi, je te suis, t'es tout à l'heure, il y a Stay Tuned, les gars, ça va sortir. T'as raison. Et ça sort pas. T'as raison. Non, c'est pas ça sort pas. T'es dur de dire ça sort pas. Il y a des petits morceaux qui sortent de temps en temps. Et là, si tu veux vraiment. En fait, j'ai envie encore de te raconter le truc, mais genre, tu vas encore me dire derrière, ouais, mais t'as vu, t'as dit ci, t'as dit ça. Mais on est là pour cisailler. Donc, mais je sais, avec plaisir. Mais c'est un truc que j'ai depuis très longtemps en tête. Si tu veux, c'est con que ça soit pas en vidéo, j'aurais fait une exclue, tiens. Non, mais parce que j'ai le dernier épisode de podcast, donc il y a quasiment 10 ans, je ne l'ai pas sorti. C'est-à-dire que j'ai un résumé de ma dernière saison de World Tour et tout le bordel là, que j'ai pas sorti parce que c'est l'année où Karl décède et que dans le truc, à un moment, je dis une phrase parce que je fais 3e du World Tour cette année-là, et je dis une phrase de merde où vraiment, je la dis parce que, pour comprendre, mais je dis putain, heureusement que tu n'étais pas là à Verbier parce que sinon, tu vois. Putain, mon pote est mort et j'ai dit heureusement que t'étais pas là. Ça m'a traumatisé, j'ai jamais sorti. Ouais. Et donc, depuis 10 ans, tu vois, depuis que j'ai à peu près arrêté le World Tour, il s'est passé plein de trucs dans ma vie. Tu vois, l'entrepreneuriat, la paternité et plein de choses avec ses aléas. Et au milieu de tout ça, j'ai quand même continué de faire le Pro Rider. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un peu une GoPro, un truc pour filmer sur moi. Et j'ai documenté plein de trucs dans toutes les situations.
aussi bien en sport qu'en business ou que dans les tranches de vie classiques. Et donc, c'est pour ça que je te dis à chaque fois, stay tuned, parce qu'en fait, j'ai accumulé tellement de trucs. Benoît qui est avec nous, c'est de quoi je parle. Le photographe qui l'accompagne. Voilà, le photographe caméraman. Et du coup, j'ai des tonnes d'images pour raconter une belle histoire. Et ce que je veux raconter, c'est pas regarde ce que j'ai fait, c'est regarde comment je l'ai fait, vraiment. Je reviens sur ça à chaque fois. Et donc, le stay tuned, c'est maintenant que ça commence. Il fallait mon ensemble qui soit clair pour moi, qu'il l'était pas, parce que je suis toujours optimiste et plein d'entrain et machin. Et je me dis, allez, c'est pour demain. Mais quand tu veux faire un vrai truc, en fait, ça prend du temps. Et surtout que tu passes un peu du coq à l'âne dans le sens business. T'avais ton restaurant, hôtel à Aix-les-Bains, t'as des locations, t'as ta carrière, c'est pour ça. C'est justement le fil rouge du truc. Mais il est trop fort. Ça fait 3 ans qu'il tease. Stay tuned pour sortir maintenant. Non, mais grave. On a l'impression à t'écouter que. En gros, je te le fais comme ça. Tu vois, pourquoi le truc, c'est que pourquoi tu dis l'immobilier, le machin, l'entrepreneuriat et tout ça. En fait, ça a été le fil rouge. Tu as vraiment des bonnes anecdotes. Là, en plus, il y a plein de skieurs qui écoutent. En fait, quand je te disais que je m'étais blessé au genou, je suis allé faire des cours au CESNI. Le dernier jour des cours, il y a un prof qui me dit qu'est-ce que tu veux faire dans 5 ans, dans 10 ans et le rêve de ta vie. J'ai regardé tout le monde, je suis arrivé en béquille en plus, tu vois. Je sais pas, c'est ça, moi dans 5 ans, je suis dégoûté, j'ai pas bouclé la boucle et tout en ski là, donc je serai champion du monde de freeride. De l'un ou des 2 tours. Peu importe, n'importe lequel. Je serai champion du monde. Dans 10 ans, je serai quoi ? Je serai, je sais pas, je vis pour le sport, pour la glisse en général, sur l'eau, sur n'importe quoi, l'eau dans toutes ses formes. Et donc, je serai mon auto-sponsor. Je sais pas encore comment, mais j'arriverai à faire ça. Et le rêve de ma vie, c'est d'avoir des enfants magnifiques, dans une belle baraque. Et évidemment, avec une femme que j'aime. J'ai 2 enfants. J'habite dans un endroit que j'adore. J'ai une femme que j'aime, mais qui n'est pas la mère de mes 2 enfants. Donc, tu vois, j'ai un peu suivi le fil. Et en fait, pourquoi ça a fait le truc, c'est que quand j'ai fait comment je vais faire pour me faire mon auto-sponsor, je vivais en coloc. Là, on dérive, mais je te garde le fil rouge. Je vivais en coloc et je voulais avoir ce lifestyle de pro-rider qui était financé par des partenaires à l'époque. Et je me suis dit, comment je fais pour arriver à garder ce truc-là ? Le seul truc qui m'est apparu logique, comme j'habitais dans un modèle qui n'était pas encore très connu à l'époque, la coloc, je me suis dit, mais c'est génial ce truc, la coloc. C'est comme quand nous, on se balade aux 4 coins du monde, on est entre potes on se partage. Bell and Friends qui est arrivé, quoi. Et donc, du coup, l'histoire de l'hôtel et de machin, c'était à la base pour faire un immeuble avec des apparts dedans. Il a fallu faire changer le PLU. On va en revenir sur ça va être chiant à raconter ça. On va revenir sur la carrière de Jules Lopez, entrepreneur. Et moi, à t'écouter, j'ai l'impression que 10 ans après la carrière de freeride, aujourd'hui, t'es presque mûr à en reparler et à vouloir te replonger là-dedans. C'est le projet. Ah mais ouais, grave. Ça m'a manqué en fait. Si tu veux. J'ai été un peu éloigné des pistes à cause de tout ce que je fais, là, tout ce qu'on raconte. Et donc, ça a été compliqué de pouvoir continuer de vivre cette passion, même sans dire la vivre financièrement, la vivre juste au quotidien. Tu vois, le nombre de journées de pas que j'ai loupé et ainsi de suite pour faire ce que j'avais à faire. Donc aujourd'hui, j'arrive avec maintenant vachement plus serein. J'ai fait ce que j'avais besoin de faire, en gros. Et maintenant, je me reconcentre. Tu vois, je me suis installé à Chamonix depuis 1 an. C'est vrai que tu re-rides du coup. T'as jamais vraiment arrêté, je pense. Jamais vraiment arrêté. Là, mais t'es à fond à Cham. Ouais, je suis à fond à Cham. Et j'ai jamais arrêté. Je suis toujours resté avec dudes. Tu vois, dudes, c'est brother from another mother. Et donc, à chaque fois que tu vas rider avec dudes, tu vas rider pour de vrai, quoi. Un snowboarder de Chamonix pour double champion du monde. Voilà, exactement. Légende. Mais il y a un truc qu'on t'enlèvera pas. Aujourd'hui, on a mis un mot là-dessus, mais un peu le personal branding. T'étais le premier skieur, on va dire déjà peut-être français, après les Américains sont plus forts à ça, mais à te marketer à fond. Ah ouais, tu te T'étais le seul. Aujourd'hui, ça paraît normal, mais t'avais ta web série, ton photographe, ta vidéo. T'allais à Los Angeles avant je sais plus quelle étape, t'allais voir Bob Sinclair. Et t'étais le seul. Podcast, t'as commencé le YouTube Game. Il y a combien de temps ? 14 ans. 14 ans YouTube Game. T'as des vidéos, t'as des photos. Enfin, à l'époque, personne faisait ça. Tu sais, les mecs, ils attendaient 1 an pour faire une vidéo part sur de la musique. Et t'as été le premier à faire ça, quoi. Ça, je trouve ça. Bah, franchement, merci les gars. Je m'attendais pas à avoir un compliment. Mais ouais, non, vraiment. Mais ça fait 20 minutes qu'on le design. Il y a un moment. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout le monde dit ouais. Il n'y a qu'une seule façon de prendre les critiques de toute façon. T'es d'accord avec moi ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Quand tu critiques quelqu'un, déjà, moi j'ai une règle dans ma tête, c'est que tu te fais pas critiquer par quelqu'un qui fera plus que toi. Déjà, tu peux te dire ça, tu vois, ça peut être au quotidien. Au quotidien, tu dis je m'en fous, c'est de la jalousie. T'es notre John Olson, je te le dis. Ouais, si tu veux, peut-être. Un peu moins d'argent peut-être que John, mais. Que Yon. Non, mais c'est quand même cool. Yon, il a pris la voie très vite de YouTube. Hein. Je me rappelle, il m'a choqué du truc là. J'étais, mais qu'est-ce qu'il va faire là-dedans là ? Mais c'est un regret pour toi, 14 ans après, quand tu vois aujourd'hui les YouTubers qui gagnent, de te dire, si j'avais persévéré là-dedans, aujourd'hui, je pourrais vivre de ma passion et bien vivre de ma passion.
Alors, pas du tout. Non, du tout. C'est Bon, clair. bah voilà, du tout. question finie. Parce que quand tu vois le boulot que c'est de faire Ouais, tout ça, quand c'est tu vrai. vois l'intensité que tu dois y mettre, la réflexion que tu mets, et ainsi de suite, moi, donc je sais pas terminer la boucle là, en fait, dans Vas-y, l'histoire. Vas-y. Non, mais t'inquiète. J'ai inventé un mot que j'ai déposé aussi. Hein. C'est Investimer. Investimer. Ouais, Tu voilà. l'as déposé à l'INPI. Ouais. Je te jure, parce que c'est tout ça en fait. Un investimer, c'est un mec qui consacre son temps à son projet de cœur. Et donc ça peut être un compétiteur comme un entrepreneur. Et donc tu te fais un schéma où tu te dis, ce que je veux surtout à la fin, c'est investimer, c'est quand même conserver du temps. Et si j'avais voulu, ouais, c'est vrai, tu vois, j'aurais pu être, je sais pas quoi sur Internet là. Est-ce que j'aurais été plus content que je le suis maintenant ? Là, je peux faire vraiment, tu vois, j'ai avancé dans ma carrière, j'ai fait mon modèle immobilier, donc ça me permet de pas vivre comme un milliardaire, mais je suis quand même content. Et du coup d'avoir, du coup, c'est jamais trop tard, surtout aussi. Tu vois, quand comme tu dis, ça fait 14 ans, mais c'est marqué quand même en bas de la page que ça fait 14 ans. Attention, Inox, fais attention à toi. Et du coup, tu finances un peu ton train de vie, ton lifestyle, comme on dit, sur aujourd'hui tes placements immobiliers que tu avais fait à l'époque. Tout ça aussi, c'est des questions qu'on a reçues pas mal aussi. Ah ouais. Tu vois, je suis curieux de savoir si vous avez reçu comme ça. c'est les questions de la commune, mais tu vois, non, mais son côté lifestyle, jet set, il est toujours là, il a toujours de l'argent, il est à gauche un jour, il est à Paris, le lendemain, il est à Los Angeles, un coup à Marseille. Enfin, tu te dis, c'est quoi sa vie, quoi. C'est que de l'IA. Après, c'est un peu de la com, on n'est pas con non plus. Personal branding, c'est ce que tu fais. Toi, je fais parcimonie. Si tu regardes autant que ça, tu vois bien que je suis pas tout le temps, tous les jours en permanence. Par contre, quand j'y vais fort. Mais si je faisais du personal branding, je serais récurrent tous les jours. Après, c'est Jérémy qui est accro à tes stories. Ah non, mais moi je te suis. En fait, ça fait 1 an, on se dit, il faut qu'on ait Jules Lopez dans le podcast. Donc je te follow et je me dis, mais il y a rien. Il y a rien il y a pas de ligne droite, il y a pas de ligne continue. Un coup le mec, il est en train de faire du jet ski et puis il est au Saint-Roch à Saint-Trope. Le lendemain, il prend un avion, il boit du champagne dans un avion à Paris. Puis après, il est là à Cham en train de faire l'escalade torse nu. T'es là, mais mec, tu vois ce que je veux dire ? On a du mal à suivre, quoi. T'oublies les feux de camp avec mes enfants, des trucs comme ça aussi. Là, mais et t'imagines même pas tout ce que je mets pas, mon pauvre. Ouais, j'espère que tu mets pas tout. mais en tout cas, pour revenir sur podcast, je suis retourné les voir là. J'ai fait un screen, on a un groupe WhatsApp, là, je l'ai envoyé. J'ai dit, mais regardez Jules Lopez, il y a 14 ans, la DA, donc tu te faisais chier, la vignette, les miniatures et tout, c'était bossé, c'était propre. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je me suis dit, il y a 14 ans sur YouTube, ok, il mettait une vidéo tremblotante qui filmait dans le brouillard. Toi, c'était quand même carré. Et je m'étais dit, s'il avait continué là-dedans, le Life Enjoyers, ça aurait pu prendre, quoi. C'est l'étape d'après. C'est l'étape d'après, ça va prendre. Non, je te jure, t'es pas prêt. Okay. Et donc je rebondis sur Life Enjoyers parce que ça m'a régalé et je vais te citer une citation un peu longue. Donc pour ceux qui connaissent pas Life Enjoyers, c'est un podcast qu'il a dû sortir et il en a sorti 2 au final, 2 épisodes. Exactement. Non, un premier qui était une sorte de teaser et le numéro 1. Et le lancement en grande pompe avec Gad Elmaleh, je sais pas où tu l'as sorti à la sortie d'un spectacle, c'était trop marrant. Et tu nous sors cette phrase et franchement je me dis, est-ce que c'est toi qui fais les textes ou pas ? Mais là, on part dans du personal branding de ouf. Vas-y. Je te cite. Nous vivons des expériences fortes et fédératrices, en profitant de la vie autrement, en partageant nos rêves et nos loisirs. Nous aimons être ensemble pour nous accomplir avec le sourire et voyager intelligemment grâce à des séjours inspirants et des conférences transformantes auxquelles nous avons all access, car nous sommes des nomades digitaux, des entrepreneurs connectés, des makers, des influenceurs, des millennials, des sportifs, des artistes, des champions. Nous sommes une nouvelle génération, nous sommes Life Enjoyers. C'est incroyable. Mais à quel moment tu prends tous les mots et tu les balances dans cette phrase ? Ouais, je te jure, j'ai vraiment écrit ce truc. Il n'y avait pas de ChatGPT en plus à l'époque. Non, mais surtout, tu le récites. Là, tu l'as récité comme une poésie. Non, mais parce que avant de le faire, je l'ai fait 3-4 fois avant de le. Non, je me rappelle. C'est quoi le mindset Life Enjoyers ? C'était parce que j'ai pas osé dire Investimer. Nous sommes des Investimers. Si tu veux tout savoir, que j'aille au bout du délire, parce que franchement, c'est ça en fait. Ce que tu me fais dire, c'est un dérivé. C'est moi qui ai changé le mot sur la fin. Okay. Comme je te disais, rêve de ma vie. Champion du monde, l'autosponsor, les enfants, les machins. Tu te rappelles de ça ? Quand j'ai commencé à faire les colocs, j'ai donc investi en coloc. J'ai acheté des apparts. Rapidement, tu vois, ça devient chiant. T'as 4 personnes par appart, t'en as déjà que 2, c'est déjà 8 personnes. Donc c'est comme si t'avais 8 apparts. À l'époque, je te parle les gamins, ils connaissent pas. Tu vois, c'était le papier carbone. T'appuyais fort avec un stylo pour écrire des trucs. C'était super chiant. Donc moi, je voulais être champion du monde en même temps. Tu vois, c'était pas du tout mon délire de faire ça.
Et donc, j'ai écrit, enfin, je reviens sur ta question juste à la fin, mais c'est parti de faire des appartements avec des gens qui habitent dedans ensemble, qui vivent des expériences fortes et fédératrices, tout ce truc-là que je te raconte là. Nous sommes des nomades digitaux, des machins, c'est tous les clients de mes appartes. Et quand tu es dans mes appartes, tu as un capitaine de coloc qui s'occupe de l'appart. C'est lui qui est en liaison avec l'application. Parce que du coup, ce que je te disais, ça m'a fait chier de faire les papiers. J'ai créé une application avec un pote codeur. L'application, c'est Bed & Friends, on en a parlé. Mais t'as combien d'apparts aujourd'hui? Enfin, juste pour... On va pas parler de nombre. Non, mais c'est parce que quand t'as une app... Tu peux pas avoir une adresse mail Forbes et pas parler de ton capital. Balance des chiffres. Regarde le prochain classement. Non, la saison... Il a peur de la taxe Zuckman. Je pense que c'est ça qui lui fait peur. Il va la payer. Là, les gauchos-wokistes qui vont me saigner. Mais non, attends, mais je reviens sérieux. Donc, t'as un capitaine de coloc dans l'appart qui est là pour faire la liaison et qui choisit en fait son avantage, lui, c'est qu'il choisit avec qui va habiter, ok? Et comme il est bon, s'il est bon, je vois ses data. Et d'où l'invention de ce mot Investimer, qui est un investi. En fait, le pitch, j'avais pas prévu de vendre Bed & Friends là autour de la table. Mais là, il le vend. Mais grave, de ouf. Mais. Je pense qu'on va lever des fonds. Mais tu sais même pas, me chauffe pas, on est en train de préparer ça, putain. Bienvenue sur BFM Business. Ouais, non, mais laisse tomber, on va pas partir là-dedans. Mais c'est vrai que c'est un vrai projet. Je serais très content parce que. Veux-tu être mon associé? C'est parti. Et attends, il y a eu une histoire. J'aimerais là, en fait, ça m'y fait penser parce que je parle de télé avec. On revient sur le ski, ouais. Non, tu vas revenir. Il y a pas une histoire où à un moment tu devais faire Secret Story. Ah putain, vous êtes au courant de tout. On est au courant de ça. Et attends, tous les dos. Et tu aurais dealé ton retour sur le Free World Tour avec une wildcard à cause de cette participation à Secret Story sur TF1. Là, faut que tu nous racontes ça. Alors là, c'est presque ça. Sauf que la finalité, on te l'a fait en mode reverse. À la fin, moi, j'étais en stress d'aller faire Secret Story. Je voulais pas le faire, tu vois. Tu me mets dans une baraque avec des tarés là, au bout d'un moment. Mais c'est toi qui t'es inscrit quand même. Ah non. Tu veux vraiment l'anecdote? Explique-nous l'histoire de Secret Story. Je me fais contacter par, je vais pas citer son nom, mais Lana là dans Démol. En Démol, ouais. Qui me propose de faire le truc. Cette nana, c'est une étroite relation avec quelqu'un, sans citer son nom, un célèbre DJ, comme ça il y a des pistes. Et le gars, on sait tout, on balance les noms. Le gars, je l'appelle direct. Je lui fais, écoute, attends, c'est quoi ce délire? Une meuf qui m'appelle, me fait, non mais laisse tomber. Le gars, il me dit, laisse tomber. Donc on parle de Bob Sinclair. Le gars, donc Chris me dit, laisse tomber, t'as rien à vendre, va pas te mettre là-bas. Je suis bah ouais, je sais, mais moi j'aimerais bien refaire le World Tour quand même. Si je suis sur TF1, t'as deux façons d'être wildcard, c'est soit t'es sponsorisé par les marques, soit t'es médiatique. Si je vais sur TF1, je pense qu'ils me donneront une carte. Donc j'appelle Alwood. Tu crois que je fais le truc ou pas là? Et en fait, je suis en stress pendant tout l'été. Je suis en stress, parce qu'il faut que je leur donne une réponse. Et j'arrête pas de leur dire, attends, laisse-moi réfléchir, jusqu'à ce que j'ai Alwood au téléphone et qu'ils me disent, Jus, t'as pas besoin d'aller faire le TF1 ou Secret Story là. T'es sur le World Tour l'année prochaine. Et donc Secret Story, c'était pas pour la moula, pas pour l'argent, c'était pour le World Tour. Le World Tour. Pour le mec, Tour. il est prêt à tout pour le Tour. Mais ouais, grave. Et donc, heureusement qu'Anne de Nico, il m'a dit non. Moi, j'ai même fait. Écoute, je vais y aller, je fais l'aller-retour, je ressors. Il est revenu, ouais. Tu rentres la porte. Merci, ciao. Mais incroyable. Ça aurait été quoi ton secret? Devine. J'ai survécu à non pas une, mais deux avalanches. Exactement, c'était tellement pourri, je pouvais pas y aller quoi. Mais tu dis pas être enfermé avec les tarés, mais je pense que être enfermé aussi avec toi pendant un moment, eux ils auraient pété un peu. C'est peut-être eux qui seraient sortis. Non, c'est vrai. Génial, non, mais l'anecdote est vraiment bien. C'est trop cool que vous ayez ça. Parce que j'étais en stress. Tu demandes à mon entourage à cette époque-là, j'étais mais comme un dingue. La journée, je me disais, putain, c'est des moments où tu passes par. Bon, allez, j'y vais, ça peut être cool, machin. Et là, évidemment, tu penses à toutes les phases où t'es allongé dans ton lit en train de penser à autre chose et tu te grattes une burne et en fait, une caméra qui filme et ainsi de suite. T'as plus qu'une intimité. J'ai fait l'enfer. Laisse tomber, c'est pas pour moi. Non, mais c'est alors que tu peux me voir, là, comme tu dis, la télé, le machin, mais j'avais pas du tout envie de le faire. C'était que pour le World Tour. Tu en parlais pour là. Rappeler aussi, parce que comme ça on clôt sur le truc, c'est que là, cette année-là, je termine pas bien le World Tour parce que j'avais mes avalanches, mon machin. C'était l'avalanche du World Tour, l'année d'après. Quoi. Ouais, bien sûr. Du coup, t'as parlé de Bob Sinclair, on te voit souvent avec lui, tu le côtoies. Raconte-nous du coup la soirée la plus what the fuck que tu aies pu faire, que ce soit sur le World Tour avec lui. J'imagine des soirées, t'en as fait plein. Tout le monde lui dit vous allez la voir, il va vous raconter des anecdotes. Il va vous raconter des anecdotes de ouf. Vas-y, on attend le Coco Lopez des soirées. Raconte-nous ta soirée la plus ouf. Là. Ouais, non mais les soirées les plus ouf, j'en ai trop et des soirées la plus ouf, la plus what the fuck. Attends. Je sais pas si on peut tout raconter quand même. C'est toi. Ici, on peut tout raconter. Après, est-ce que ça te met en défaut dans ta vie privée ou pas? Non, mais bizarrement, les soirées comme ça, t'es un peu mondaine, on va dire, VIP machin, c'est pas là qu'il se passe les trucs de ouf. Hein. Ça reste classe, propre, machin, tout est nickel.
au World Tour. C'est pas pareil. Ça, c'est les vraies soirées. Donc au World Tour, franchement. En plus, le World Tour de l'époque. Ouais, le vrai. Bah ouais, l'original. Donc sur celui-là, je vais raconter une anecdote de dingue. Quelle année? Putain, je sais plus. Ça T'es champion du monde ou pas Non, pas encore? encore. Ah ouais. Pas encore, mais ouais, je suis déguisé en cowboy quand même. Et donc, du coup, on est à. Comment ça s'appelle merde, j'allais dire à Revelstoke, mais pas du tout à Revelstoke, à Jackson Hole, dans le Wyoming. Ça commence bien, c'est chez Cowboy. Et donc, je suis avec, à l'époque, il y a Garlin Chichery aussi, qui est encore là. Il y a Adri, il y a toute la fine équipe, quoi. Et donc là, on se barre, on achète des déguisements de cowboy. Parce que. Chapeau, machin, étoile de shérif, la classe. On va dans un saloon, un faux saloon, où t'as les mecs qui font la photo. Et j'ai la photo encore. C'est avec le gun, machin, la botte de paille, tout le truc, vraiment cliché, quoi. Et donc, on est déguisés en cow-boy. Je sais plus dans quel ordre, mais en gros, on achète nos déguisements, on fait les cons. Si, je crois que c'est ça. On venait de faire la compète, c'est pour ça qu'on a acheté les déguisements de cow-boy, en fait. C'était pour aller à la soirée c'est Adri qui faisait 2, je crois. Et donc, il y avait un truc à fêter, quoi, ce soir-là. Il y avait un podium français. Donc, on arrive déguisé en cow-boy. On sort du bar. Évidemment, quand tu es dans une soirée aux États-Unis, alors attention, l'alcool sec, modération, on le voit bien d'ailleurs. et du coup, voilà, on fait une soirée un peu arrosée. On sort du bar. On peut parler de trucs comme ça ou pas? Ah, bien sûr. Bien sûr. Donc, du coup, on sort du bar, chaud. C'est que 1h du matin ou quoi, et il y a la soirée à l'hôtel. Donc, on sort du bar. Et là, on commence à faire la queue des taxis et t'as noir de monde, quoi. C'est impossible. Et nous, en bon vieux français, je suis attends, bouge pas. Je vais chercher le 4x4. Mort-pilot, tu vas chercher le 4x4. Pas mort-pilot, mais on va dire, je parlais. Ouais, bien joué. Et l'hôtel était vraiment à 5 minutes, quoi. Et donc, tu vois, j'arrive avec le 4x4, je me garde devant pour venir chercher Adri et les autres. Et là, t'as un 4x4 de ricain, il y a tous les potes qui font la queue pour les taxis. Ça fait quoi? Ouais, ils arrivent tous en courant sur le 4x4. Tout le monde monte dans le 4x4. On est 10 à l'intérieur. Et donc là, les mecs montent dedans. Moi, je suis putain, chut, pas un bruit, là, vous faites chier, là, tout le monde à terre. Tout le monde se cache et tout. Et puis là, on commence à partir en ribambelle derrière les taxis pour aller à l'hôtel. On conduit, tranquille, nanana. Je fais, chut, putain, pas de conneries. Je mets les clignots, je m'applique, mais de ouf, tu vois. On arrive devant l'hôtel, mec, je me gare. Et là, gyrophare de cowboy et tout. Les mecs, ils sortent avec les guns aux mains. Hand on the wall. Ils ouvrent le coffre. Il y a 10 mecs qui sortent du coffre. Et là, attends, il y en avait un qui s'était mis sur le toit que j'avais pas vu. Qui a traversé toute la ville accroché au toit du 4x4. Oh, Moi, déguisé en cow-boy, je dis à Adri, mais mec, je parle pas anglais, d'accord, tu fais le traducteur. Et Adri, il commence à faire style de traducteur. Adri, il s'était mis 3 shooters avant de partir, il était très bien. Et il commence à faire le traducteur. Et genre, aux US, ils te font faire des tests à la con, tu marches 9 pas, il te dit marche 9 pas sur une ligne. Et donc Adrien me dit t'es quoi, vas-y, je le fais avec toi, on marche les 10 pas ensemble. Il t'a dit 9, et évidemment dans ta tête tu dis 10, et là t'en fais 10, et ouais, après on se sautait dessus, genre en mode bam, tu vois, comme ça, et moi déguisé en cowboy toujours. Et je regardais le flic, je disais I'm from the home. Là, c'est pas passé du tout, hein. Ça n'a pas fait rire. D'un seul coup, je me suis retrouvé dans le coffre de la bagnole, déguisé en cow-boy. Embarqué, 2 jours de semi-prison garde à vue, tu sais pas trop. 2 jours. Ouais, parce que c'était le vendredi soir. Et là-bas, tu dois pas payer des cautions pour sortir? Eh ben, j'ai payé 600 balles. Je l'ai jamais payé d'ailleurs. Non, je les ai jamais payé. Tu sais pourquoi? Parce que dans l'acte du truc, je peux pas raconter tous ces trucs quand même en fait. Ils s'étaient plantés. J'avais donné mon permis français. Ils avaient mis genre l'adresse. Enfin, il n'y avait rien calé, quoi. C'était tout inversé. Donc, j'ai jamais payé l'amende. J'ai jamais eu de problème. C'était avant Internet d'aujourd'hui, quoi. Bon, ça va. Mais voilà, c'est une anecdote quand même assez drôle où ça a pas fait rire ma mère. Hein. Ma mère, elle s'était déjà vu faire une cagnotte pour me sortir. Comme on raconte jamais ça à sa mère. Entre toi et Edgar Gros-Piron, c'est qui fait les meilleures conférences? C'est Edgar. Alors, lui, il les a rodés. Mais Edgar, c'est vraiment quelqu'un que je porte dans mon cœur depuis que je suis tout petit. C'était, comme beaucoup, il a été un guide pour plein de gens. Et que ça soit en ski de boss ou après dans sa carrière, et même un peu, tu vois, dans le business aussi, il a toujours été bon. Et la première fois qu'on m'a demandé de faire une conférence, c'est lui qui m'a mentorisé un peu, quoi. Donc, et là, t'en vis encore? T'en fais beaucoup des conférences? Je choisis vraiment celles que je fais. Je choisis les trucs cool, quoi. Enfin, les trucs où il y a... Soit je fais... Ça veut pas dire que je fais que des gros trucs. Des fois, je fais des petits trucs. J'y vais même avec bon cœur, tu vois. Tranquille comme ça. Mais après, quand tu as des beaux événements avec des belles marques qui te proposent de faire un truc cool, moi, ce que je leur demande, c'est du son, de la vidéo, que c'est de la gueule, quoi, tu vois. Donc, faut qu'il y ait, donc, je choisis avec qui je travaille. Et pour l'instant, j'en ai fait une dizaine, on va dire.
Et aujourd'hui, t'attends quoi du ski? Est-ce que tu retournes à Cham, tu rides un peu fort? T'attends quoi du ski? T'as quel âge aujourd'hui déjà? 44. 44. Et tu t'attends 44, rider pour toi, refaire des vidéos? Ouais, C'est on filme un peu, mais ça nous saoule tout de suite. on fait comme tout le monde. Là, on Tu filmes à l'iPhone et... on fait beaucoup de trucs à l'iPhone à l'arrache. On a un peu filmé avec de la Red cet hiver. L'enfer. C'était trop long et tout, donc avec Dudes, son surnom c'est Jonathan pas, quoi, tu vois. Le gars, t'es en haut, t'attends 5 minutes, il te pète les plombs. Donc on filme, on a envie de faire un truc. J'ai pas envie d'encore faire le gars, stay tuned. On prépare un truc depuis un moment. On a filmé plein d'images avec Dudes depuis un moment, et toutes les images que tu vois dans le premier épisode de Life Enjoyers, les images où je suis en train de te raconter le pitch que t'as fait, que j'arrive jusque dans la bagnole et machin là. Tu te rappelles pas de ça? Voilà. Très bien. Et c'est un peu là que ça commence tout ce truc-là. Et on a filmé depuis ce temps-là, comme on a pu, plein de fois, comme tu dis, à l'iPhone, avec GoPro foiré, avec de la buée, ce que tu veux. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on va raconter dedans. Et moi, Dudes et toute la commune de Chamonix, tu vois, c'est compliqué de se faire accepter à Cham déjà aussi. Cham, c'est vraiment, c'est le fief, quoi, tu vois. Et t'arrives là-bas, je suis conscient de mes défauts aussi, grande gueule et ce que tu veux, ça passe mal des fois. Mais à l'inverse, quand ça passe vraiment bien. Et c'est là-bas que je me suis le plus ressourcé quand j'ai eu besoin de skier pour me faire du bien. C'est là-bas que j'allais tout le temps. C'est le truc, vas-y, emmène-moi là-haut, quoi. C'est notre meilleure thérapie, le ski. Tu parlais d'avoir un psy, c'est quand ça va pas, va skier, va faire des trucs. Ça l'est pour beaucoup, carrément. Ouais. La question du stagiaire. J'ai droit? Ouais, bien sûr. Il faut que je la pose en mettant très longtemps pour la poser, non? Non, assez rapide. Ma question, c'est toi qui as ridé dans pas mal d'endroits dans le monde, c'est quoi ton spot favori du monde de toujours? L'Alaska. Un endroit en particulier? L'Alaska, c'est quand même grand. Il y a des montagnes, ça va dire, c'est l'Alaska, dans sa globalité. Si tu vas à Haines, tu vas à merde, comment ça s'appelle? J'ai oublié le mot aussi. Non, t'as Valdez, là où il y avait le... Alyeska. Alyeska, c'est magnifique tout le temps. Tu vois, t'as des paysages de dingue, t'as de la neige de dingue. Tu peux faire de l'hélico. Alors désolé, il n'y a pas d'hélico électrique encore, mais ça va venir. Hydrogène. Voilà, mais non, mais t'as une autre approche du ski. T'as pas le secours comme en France, donc tu rides pas pareil. T'es vraiment... Tu fais qu'un seul avec la montagne, quoi. Quand tu fais de l'hélico, si vous avez déjà eu de la chance là-bas d'en faire ou quoi, mais même, t'as pas de liaison radio. Donc, c'est-à-dire que les mecs, ils sont obligés de faire des points relais en sécurité. Tu vois ce que je veux dire? Les montagnes cachent les ondes. Donc, il y a une meuf ou un mec qui a la radio à la base, et l'hélico remonte de temps en temps en disant tout va bien, t'inquiète, tout va bien. Donc, quand tu sais ça, tu railles quand même, t'en vois, mais c'est pas pareil. Et après, t'as aussi l'Amérique du Sud, que j'adore. T'as l'Alaska et l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est... surtout pour la viande et le rouge. Comment tu vis ton occultation médiatique par un homonyme footballeur du Paris FC? T'es trop fort. Mais tu sais quoi, j'en ai un autre aussi. Un autre homonyme, Julien Lopez en vélo. Oui. Ils sont un peu tous verts parce que j'ai pris tous les .com, .fr et tout le bordel. Les adresses Forbes. Non, j'attends qu'il m'appelle pour acheter le truc. Non, mais j'aimerais bien. Tu sais quoi, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai suivi. Je suis pas du tout football, moi. Et j'ai suivi sa carrière quand même de loin parce que comme plein de gens font, tu te mets des alertes sur Google. Là. Quand t'as un truc qui sort, tu vois qu'il y a un autre Julien Lopez. Et j'ai vu ce gars arriver très jeune. Il est plus jeune que moi. Et a priori, il est bon. Hein. Aujourd'hui, il joue en Ligue 1 et le mec, quand tu tapes Julien Lopez, quand on prépare l'interview, il t'a ban de la page 1 de Google. Ok, les gars, on va reprendre ça en main. Life Enjoyer 2. On va reprendre ça en main, t'inquiète. La Plagne, surcoté ou sous-coté? Ça me fait chier de répondre à ça. Ça veut tout dire. On rigole pas sur la Plagne. Ça veut tout dire. Non, mais j'ai une dent, vraiment. Tu sais quoi, on balance, j'ai une dent contre la Plagne, je suis vert. Parce que ils ont arrêté de donner les forfaits aux athlètes de la Plagne. Moi, j'ai arrêté toute ma vie avec marqué la Plagne à côté, avec des bons résultats, des moins bons, des machins, mais c'est ce que tu veux, quoi. Toute ma vie d'athlète, je l'ai passé avec la Plagne à côté. Je parle de moi, je parle de Jules, je parle de Kevin, je parle de tout le monde. Aujourd'hui, on a tous payé notre forfait. Et donc, tu vois, ça te fait un peu mal au cœur quand même quand tu sais qu'un forfait, c'est pas non plus le... On parlait d'argent tout à l'heure, le machin, la tarentaise. Faut arrêter de délirer avec le nombre de forfaits que tu as vendus parce que quand tu donnes juste une carte à un athlète, ça te fait pas quand même grand-chose. C'est qu'il y a l'URSSAF derrière et tout le monde se fait redresser sa mère. Ouais, mais ça, il fallait bien une excuse aussi, il fallait bien donner un truc. T'as dit ça, mais ils nous ont sorti un autre truc, c'est qu'on pouvait pas faire d'avantage pour les gens du pays. Oui. Non, mais soit t'as un contrat et dans ce cas-là, ils te mettent le forfait, mais si t'as plus de contrat, t'as plus de forfait. Donc plus de la Plagne.
Donc ça part à Cham. Donc du coup, je suis allé à Cham et je paye mon forfait 300 balles à l'année pour avoir Chamonix, Verbier, Courmayeur, Skyway. Bra. Et je reviens de temps en temps skier à la Plagne parce que ma mère est à la Plagne et que j'aime beaucoup la Plagne quand même. Quand même. Juste dans... Tu veux faire un backflip pendant ce podcast? Putain, là, on a une table, il y a un mètre de haut. T'es chaud ou pas? Le plafond est haut. Pas chaud, non. Il y a trop d'angles. Il y a trop d'angles. Je rebondis sur cette question. Comment tu construisais tes lignes de freeride à l'époque? Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que c'était on-off. Toi, c'était grosse barre, backflip, si ça pose, je fais podium, si ça pose pas les 3/4 du temps, je fais 12ème. Et c'était ça en fait, quand on te voyait arriver, on savait déjà, entre parenthèses, on savait déjà ce que t'allais servir quoi. Ouais, bah, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un peu ça, c'est all-in quoi. T'es là, tu regardes ta ligne, tu pars du bas déjà et tu remontes progressivement jusqu'en haut. Et en général, t'essayes plutôt de quand tu vois une phase, tu regardes la phase, t'as tout de suite ta première ligne quoi, en gros. Et à chaque fois, évidemment, t'as un gros rocher dedans que t'imagines moins gros que ce qu'il est en réalité, mais en fait c'est plus gros. Enfin, c'est toujours pareil. Et moi, mes lignes, j'ai toujours construites comme ça. Je voulais vraiment arriver à placer un backflip, avoir un gros rocher, et puis montrer que ce soit cool, quoi. Je divisais la montagne en 3 morceaux. L'intro, je marque. Donc l'intro, c'était là, tu montres que ça est cool, t'es dynamique dès le départ. Le milieu, c'est là où il faut rentrer des points, des bacs, des machins, et tu termines par faire gueuler la foule. Faut faire gueuler la foule. Bah ouais, c'était ça, le Warren, ça s'appelait. Ok, dernière question. L'impression générale, en langage juridique. Est-ce que le café avec Xavier Niel était bon? C'est vraiment bon, vous êtes vraiment des oufs. Hein. On creuse les sujets. Ouais, grave. Mais le Hélice grave. du Mais tu sais quoi, ski. tu veux avoir une bonne anecdote sur lui? Je l'ai croisé plusieurs fois et en fait j'étais encore, c'était il y a un moment, hein, le premier café avec lui c'était il y a un moment. Et quand je percute avec qui je suis, parce qu'il y avait lui, il y en avait d'autres, je suis waouh, il y a moyen d'accélérer vite là. Et en fait je lui parle, mais je suis que le pro rider qui a un projet en tête mais qui est pas formalisé. Là je suis un peu mieux câblé. À cette époque-là, il en prend plein la gueule. Moi j'étais dans un événement avec que des entrepreneurs, moi j'arrivais avec mon book de rider, tu vois. J'en montrais des photos de ski, ça, c'est sympa. C'est sympa, t'es en vacances. Allez, arrête la récré, toi. Ouais, voilà. Et donc du coup, non, il était cool. On a discuté. C'était au moment aussi un peu, il lançait ses trucs de Station F et les trucs de co-living qu'il faisait. Et je lui ai parlé de Bed & Friends, mais vraiment un peu brouillon. Je le recroise. Non, mais je te jure que c'était choquant. Il me donne son mail et tout. Et moi, je suis pas prêt, câblé assez pour faire un dossier où je me dis, je l'envoie ça à Xavier Niel, quand même. Tu vois, c'est comme si tu dis, t'envoies une lettre pour demander à skier avec Candide Tomex. Le mec qui a fait du porn sur le Minitel. Bah, c'est quand même la base. En attendant, c'est quand même un mec qui a réussi dans les affaires, il semblerait, tu vois. Attends, mais je dis Donc, ça, mais c'est un boss français quand même. On peut être fier de lui quand même. Moi, c'est en ce moment, à force de traîner avec tous ces gars dont tu parles aussi, tu comprends l'économie d'une autre façon. Et moi, j'ai vraiment envie de voir la France qui se bouge le cul pour faire des trucs. Et donc, Xavier, il me dit, Xav, voilà, envoie-moi un mail, machin. L'année d'après, on se revoit, il arrive vers moi, il me fait, vous m'avez pas envoyé votre mail. Alors, et là, dans ma tête, je suis quand même vraiment con. Ouais. Mais bon, on se parle encore. Hein. Putain, il est physionomiste. Alors. Ouais. Bah, surtout avec le nombre de mecs qu'il doit avoir. Bah oui, tu m'étonnes. Ou alors, personne n'ose lui envoyer de mail. Ben, je pense que si, mais tu te rappelles d'un skieur et machin. Ouais, tu vas pas avoir 10 000 dans les dossiers. Des mecs en casque intégral qui font des backflips. Il n'y en a pas beaucoup. C'est une anecdote encore de drôle, même moment vas-y, que Xavier Niel, là, tu vois, avec Stéphane Bern. Et je discute avec lui. Et là, t'as une nana qui arrive avec plein de gens autour d'elle. Et puis il me regarde, il me fait, attends, regarde, je vais te présenter la patronne de la Française des Jeux. Et parce qu'il fait le loto du patrimoine. Ouais, exactement, c'est ça dont on parle. L'argent, le sponsoring là. Bah, là, je me dis, il n'y a pas un plus bankable que la Française des Jeux en termes de sponsoring, là, tu vois. Donc, tu te dis, et je te jure, ça se passe vite, il y a plein de gens et tout. Je me dis, putain, trouve un truc à lui dire. Et là, je fais, putain, bam, bam, je sors ma petite vidéo, je sors mon téléphone, je cherche le truc, je cherche les avalanches. Et j'avais fait ce montage où t'as le début avec Gad et machin. Et après, t'as les 2 avalanches condensées. Et là, ça dure même pas 1 minute, quoi. Stéphane dit bonjour, tiens, je te présente, nanana. Et là, elle est en train, je lui serre la main, je lui dis, vous avez pas 1 minute, elle a pas le temps de répondre, j'ai l'écran comme ça, j'appuie sur play et direct que ça commence ces images d'avalanche, tu vois. Et comme tu sais que c'est une avalanche, tu sais que ça va pas durer 2 heures. Ouais. Donc là, elle regarde, elle fait, ah mais c'est vous ça? Et là, dans ma tête, je suis trop un truc à dire. Là, je suis attendez. Et là, il continue de regarder, il fait, non, what, comme tout le monde là. La deuxième avalanche, et croit que la première c'est fini, je suis attendez. Il y en a une troisième. Je te la raconte après, je te la montre dessus, la troisième. Il y a une troisième avalanche. On en parle après. Et c'est ça le vrai scoop. Ouais, c'est un vrai scoop en plus. Et on en parle après. Et donc la nana, elle regarde le truc, elle est scotchée. Je fais attends la deuxième. Elle fait non mais là. Et là quand ça termine le truc, je la regarde, je fais alors chaque jour est une chance.
La meuf, elle éclate de rire, elle me donne sa carte et fait venez me voir à la Française des Jeux, il faut qu'on discute et tout ça. Et c'est en cours. Et la nana m'a organisé un rendez-vous avec la chef des créations de nouveaux jeux à la Française des Jeux et la nana qui fait les sponsoring. Je suis allé à la Française des Jeux, la bite et le couteau en leur disant bonjour, il faudrait que je vous parle. Donc on est en train de discuter d'un truc. Vous êtes en train de discuter. Il va y avoir un nouveau jeu, le Coco Lopez. Pas sur la carrière. Tu grattes, il y a 2 boules de neige, t'as gagné. Il y a pas, T'as pas de velléité de sportif aujourd'hui, non? Ben, pas avec des titres ou avec des résultats. Même si, je sais pas, tu vois, que tu veux rêver un peu, tu te dis pourquoi pas, remettre les skis, faire un World Tour, ça me traite toujours. Chaque année, j'essaye un peu, chaque année, je leur dis, allez, viens, je suis chaud et tout. Les JO, tu vois ça? Ouais, peut-être. Pas du monde, JO? Peut-être, mais c'est dur à dire parce que dans le freeride, jamais j'aurais pensé que ça soit FIS et que ça soit JO et tout ça. Et je pense que c'est pas une bonne chose pour le sport in fine parce que ça sort du cadre freestyle, freeride un peu cool, machin. Si ça devient normalisé, FIS. C'est l'expérience olympique qui peut être cool. Désolé d'être un peu vénère, mais à 44 ans, vu le niveau qu'il y a sur le World Tour, tu penses pouvoir encore y retourner? Par exemple avec Keith Slater. Voilà, je me comprends pas avec lui, mais je veux dire, c'est pas l'âge qu'il fait. Julia Lopez se compare à Kelly Slater. Non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je t'ai dit, c'est pas l'âge qu'il fait. Oui, le c'est mec, vrai. il est sur des tours avec des petits gamins et c'est comme un tueur. Mais quand même. Le niveau, même les derniers gros freeriders qui restent un peu dans ton style, enfin en mode, quand je dis gros freerider, sans le comparer avec eux, mais freeride tradi, Turdel, René, c'est des ouf, c'est des tueurs et ils arrivent plus à faire des podiums, tu vois, c'est parce que c'est tellement tourné freestyle. Il faudrait peut-être mettre des freeride, des phases de plus freeride. Et au JO, à mon avis, ça sera pas des phases de ouf. Donc, non, s'ils veulent du spectacle. Enfin, je pense que tu vois, c'est la fin. C'est la fin de la grosse alpine freeride. Avec Léo Slemet ce matin, on en parlait dans le podcast. Pareil, il regrettait un peu ça, la fin des grosses phases. Il reste que le bec des Rosses. Voilà. Je suis assez d'accord. Mais aujourd'hui, d'accord. pouvoir revenir. Non, mais attends, c'est parce que je t'ai dit. Détends-toi, j'ai jamais dit ça vraiment. C'est enregistré. J'aimerais bien, ça trotte toujours dans ma tête. J'ai toujours aimé la compète. Depuis que je suis gamin, j'ai fait de la compète et on a tous les sportifs, on aime gagner, tu vois. C'est un truc cool, quoi. C'est vrai que ça te manque un peu cette adrénaline de prendre le départ, de te mettre ta combi, de pas dormir pendant 3 jours parce que tu regardes une phase de ouf, t'as envie de faire un truc de ouf. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus de sponsors. Ça fait combien de temps que t'as plus de sponsors? Enfin, je veux dire, payer Zag, Quicksilver, c'est. Non, j'ai plus, comme je t'ai dit, je suis mon auto-sponsor. Mais du coup, Zag, il y a un créneau à prendre. Parce que là, ils reprennent tous les quarantenaires en fin de vie. Le retour de Zag, là. Justement, je dois parler avec Zag parce qu'on a toujours des trucs ensemble. Ah ouais. Mais, putain, avec Enak, Coco Lopez, le Reborn et Franck Bernès. Putain, laisse tomber. Déguisé en cow-boy. Mais tu sais que ça serait chambé, mec, parce qu'il y a combien de personnes parlent de cette époque-là? Tu vois, tous les noms que tu sors, c'est vraiment, c'était le All-Star, quoi. À l'époque, moi, tous les gars, je suis fan de tous mes potes. Tous les gars dont on parle. Parce que tu vis avec ces gens-là. Ouais, mais tu regardes. Ceux de 20 ans, ils en parlent pas. Bah, peut-être un peu moins maintenant. Je suis d'accord que ça sort un peu, mais t'as quand même des références. Oui. Moi, j'ai l'impression d'avoir plus de gens qui viennent me parler de trucs comme tu dis là. Ils me ressortent des anecdotes, des trucs, des machins qui ont suivi, quoi. Parce que t'as vécu l'âge d'or du freeski aussi. Et les années 2010, plus ou moins 5 ans, c'était l'apogée du freeski. T'as connu ça. Donc forcément, t'as été une des figures marquantes du sport. C'est pour ça que t'es au micro aujourd'hui aussi. C'est pas que pour Ben Friends. Bravo, c'est pas que pour Ben Friends, merde. Le highlight de sa carrière, un podcast du Daily Frisky. Bravo. Le ballon d'or. Et oui. Entre Kelly Slater et le podcast mondial. De l'âge de Kelly qui va faire des compètes, c'est pas l'âge qui compte. C'est d'aller s'entraîner avec des jeunes, garder la motive, tu vois, c'est ça que je me dis. Et aujourd'hui, quand tu vas rider, alors, en plus de ça, quand on regarde à la télé et tout, franchement, les angles sont bien choisis, tout est bien. T'as toujours l'impression des fois que c'est monstrueux en vidéo. Et en fait, quand tu le fais, c'est moins impressionnant. Je dis pas, je respecte complètement les performances, mais faut pas que regarder la vidéo, faut aussi le faire, tu vois. Donc. Non, mais tu vois bien, on les a connus les années. Moi, j'étais à Heinz en 2016, c'était quand même la fin. Je pense que c'était l'apogée et la fin de l'odeur de pétard dans le freeride, avant que le FIS arrive et tout ça. Toi-même, t'es pas contre les drogues. Comment tu le vois ça dans le freeride autour? Ce matin, Léo était très remonté. Enfin, très remonté, non, il n'est pas très remonté parce qu'il n'est pas super remonté, mais il me disait, oui, moi, tout ce qui sert à t'améliorer, même si c'est un pétard, je trouve que c'est pas normal parce que ça te donne un avantage compétitif par rapport aux autres. Bon, moi je trouve que. Je pense pas que ce soit un gros avantage. Moi non plus, mais il dit si ça te déstresse, un temps soit peu, t'as un avantage. Il prenait l'exemple de la veille, si un athlète a du mal à dormir et l'autre fume un pétard. Ouais, bon. Après, il y a ça. Moi, je pense que c'est pas ça, c'est une histoire de culture, tu vois.
Et à un moment, t'avais ouais, non mais je vais pas citer les noms, c'est très bien ce que je veux dire. Non, mais je suis d'accord avec toi. Voilà, à un moment, on écoutait du reggae, il y avait cette ambiance-là, ça sentait la Jamaïque sur les snowparks, et c'était notre époque. Quoi. La Clusa Fever, la capitale de la Jamaïque, la Clusa. Ouais. Mais c'était un peu ça. C'est vrai que ça, mais sans dire le mot drogue, c'est le côté un peu plus convivial, tu vois, un peu. Le partage. Partage, machin. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que t'étais là, c'était des petites bandes, ça se réunissait, tu regardais la face. Maintenant, les gars, ils sont tous formatés, ils regardent leur truc, ils veulent pas te raconter la ligne et tout ça. C'est un autre délire. Nous, c'était vraiment les compètes de freeride. Ce que tu vas voir aux Jeux Olympiques en 2030, bah, faut bien te dire que ça a commencé par un rassemblement de mecs qui aimaient bien boire des bières dans un bar et se dire demain, on va aller sauter les plus gros rochers de la montagne. Et donc, c'était de rigoler, quoi. C'était de prendre du plaisir, se marrer. Donc c'est pas forcément en défonçant la gueule que tu fais ça, mais c'est vrai que le côté un peu plus insouciant, moins sharp, quoi, tu vois, moins lisse, quoi. C'est ça que je trouve dommage, moi, maintenant. Les 2-3 fois, je suis retourné voir les trucs, il me manquait cette atmosphère. Et puis même les anciens du Tour, tu vois, le staff du Tour, tous ces gars qui ont fait les tours pendant des années, quand on reparle avec eux, c'est ouais, la phase descendante, quoi. C'est fini la grande époque où Alwood il sortait en caleçon avec des plateaux de shooter. Au pub Montfort. Ouais, exactement. On est sur la fin. Hein. Ouais, on est sur la fin du part podcast. Mais tu préfères Sinclair ou Solveig? J'aime bien les deux. Mais alors, pour être très sincère, Solveig, il fait toute sa musique lui-même. Pas Sinclair. Sinclair, il sample plus des trucs, il fait sa musique aussi, mais lui, Martin, il prend des instruments pour les faire. Jet privé ou hélicoptère? Ah, franchement, le choix est dur. Non. C'est vraiment une sale question parce que si tu réponds vraiment le rider qui te parle, évidemment hélicoptère parce que tu fais des money shots quoi, là tu te gaffes toute la journée quand t'as de la chance de faire de l'hélico. Franchement, et franchement tous ceux qui vont dire ouais mais l'hélico, mais vas-y, est-ce que tu te rappelles ce que j'ai dit tout à l'heure, hein? Tu te fais pas critiquer par un mec qui va pouvoir faire plus que toi ou par quelqu'un qui est pas jaloux du truc. Parce que je te promets, enfin, je pense qu'il y en a qui diraient non, j'ai pas envie d'aller faire l'hélico. Tu crois qu'il y en a un qui dirait ça? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, ouais. Mais attends. Entre aujourd'hui, là, s'il y a une table et là, je t'amène en bas de la DZ, il y a 60 cm de fraîche et tu vas démonter une montagne avec un hélico en 2 heures, tu fais. T'imagines même pas combien de trucs tu vont pas parce que c'est idéologiquement plus possible pour eux. Tu penses? Oui, non, je pense qu'il y en a une partie. Pas tous. Moi, j'en fais partie. Ouais. Non, vraiment. Par contre, ouais. Alors, c'était mon rêve d'aller rider à Haines en Alaska toute ma vie. Et maintenant, je le ferai pas. Bah, tu peux quand même aller à Haines faire de la peau de phoque. Oui, tout à fait. Bah, c'est pas le problème de prendre l'hélico à Haines, c'est surtout d'aller à Haines en avion. Il reste en Maurienne pour faire de la peau de phoque, malheureusement. Carrément. Haines, c'est un port. Hein. Il est en bateau aussi. Ouais, Connard. J'irai avec Galucho. Je connais un bon pêcheur. J'irai avec Galucho en bateau faire de la peau de phoque. Mais ça, c'est charmé. Mais bon. Honnêtement, je trouve cette question dure parce que je me suis toujours fait brancher avec ça, les hélicos, les machins. Bah, je suis désolé. Moi, je vis les. T'es un life enjoyer, quoi. Je suis un life enjoyer, mais je suis surtout un nostalgique du ski porn. Putain, on voyait des films où il y avait de la poudreuse de partout. Il y a encore des vivants, des fans du ski porn. Mais ouais. On en a plein d'autres communautés. Il y avait Pierre Guillaume, un grand fan de ski porn. Mais ouais, on veut du ski porn. Ça nous manque aujourd'hui, tu vois. Mais c'est clair. Trop de storytelling. Trop de je te raconte ma montée, j'en ai chié, je suis arrivé en haut, j'avais froid, j'ai changé de t-shirt, j'ai mangé 4 graines et je suis redescendu. Non, ce qu'on veut. Non, c'est du ski porn. Et si on peut mettre des nichons aussi, c'est bien. Ah putain, on est retour en 2010. Exactement, putain. Elisabeth, je ne cautionne pas ça, Geritzen. Les woks sont de ton côté. Chamonix ou La Plagne? Chamonix. Ta lettre préférée d'alphabet, C ou D? C ou D? Ah. Allez, on termine là-dessus. La toute dernière question, qui t'aimerais avoir au micro des Frisky pour un prochain podcast? Jonathan Charlet. Ok. Franchement, Jonathan Charlet, il skie aussi. Il a un petit sticker. Moi aussi, j'ai un très bon ami skieur. Et comme il adore les micros, il pourra même chanter une chanson de ouf. Ouais, et en plus, on s'est dit qu'on ferait un jour un épisode à Cham parce qu'il y a du monde monde là-bas. Faut qu'on à la maison. À la maison. Chez Coco Lopez. Je crois que c'est Aix-les-Bains, non? Non, tu nous feras un poulet curry. Je suis en train de vous inviter chez WAM, sinon vous allez vous trouvez un Airbnb. Un Ben & Friends, allez vous trouver un Ben. Bon, trop bien. Eh ben merci, c'était top. Merci à vous les gars. À bientôt. Ciao. 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 Daily Frisky Podcast. Saison 2.
avec Coco Lopé. Ça sort le 1er février, laisse-toi tenter. Je suis devenu le faux champion du monde à Chamonscave. À l'époque j'ai dormi dans des caves d'escalier, dans des housses à ski. Moi j'ai pas été le meilleur en freestyle, parce qu'il y a style. Quand t'as survécu 2 fois à la mort, en général ça parle. C'est pas que je m'en sers pour faire du business, le nombre de potes que l'on a perdu, pourquoi moi? En 2009, l'année où je fais champion du monde, il y a un deuxième champion du monde, Aurélien Ducrozes. Aurélien Ducrozes, ça tombe mal, il y a 2 Français, ça fait vraiment chier tout le monde. Déguisé en cow-boy, 2 jours de semi-prison, 600 € de caution, ce n'est pas l'âge qui fait peur, on a Kelly Slater. Sans dire le mot drogue, c'est le côté un peu plus convivial. Moi j'étais en stress d'aller faire Secret Story, me mettre dans une baraque avec des tarés. Mais si je fais sur TF1, je pense qu'ils me donneront une wildcard. En 2009, l'année où je fais champion du monde, il y a un deuxième champion du monde, Aurélien Ducrozes. Aurélien Ducrozes, ça tombe mal, il y a 2 Français, ça fait vraiment chier tout le monde. Je suis un life enjoyer, un nostalgique du ski porn. Je suis conscient de mes défauts, grande gueule et tout ce que tu veux. C'est compliqué de se faire accepter à chambre. Emmène là-haut, c'est notre meilleure thérapie, le ski. Merci d'avoir écouté Daily Free Ski Podcast. Pas la peine de te faire chier à mettre des notes, ni t'abonner à notre compte Insta. Va manger tes morts. Génial! Je te remercie! Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein! Putain, mais c'est dingue!